Et bonjour à toutes et à tous qui venez voir le planétarium en live sur YouTube, du coup pas en live, en différé. Nous sommes en live sur Twitch aujourd'hui nous faisons une séance médiateur atome, du coup médiatrice atome pour l'occasion. L'un de nos 3 programmes live durant ce confinement, ce deuxième confinement de 2020. Et si vous êtes en 2025, souvenez-vous, souvenez-vous 2020, voilà. Et on vous trouve des choses à faire, puisque vous pouvez pas venir nous voir au planétarium, et bien c'est nous qui venons chez vous. Et cette fois-ci, on fait le quiz numéro 2, la revanche de la dernière fois. Et on a Cela coule 12 qui nous dit coucou YouTube, j'ai mon collègue Adrien, alias Minus69AV, qui est dans le chat et qui est là pour faire du fact-checking, c'est-à-dire donner des précisions en plus avec des liens Wikipédia, des choses comme ça par rapport à tout ce qu'on va dire. C'est un quiz en 4 manches, 4 manches de 8 questions. Vous pouvez jouer chez vous, vous pouvez mettre pause si vous voulez tricher, mais sinon essayez de faire à peu près en même temps que les autres. Et puis à chaque fin de manche, on regarde les points des gens, etc. Et à ma droite, donc à la gauche de moi pour vous, j'ai ma caméra qui fait encore des siennes en termes de focalisation, c'est pas grave, elle va s'y remettre toute seule. Donc à ma droite, ici, là, nous avons un straw poll, donc c'est là que les gens vont voter dans le chat, et il s'affichera les résultats sous forme de camembert au fur et à mesure, comme ça vous pourrez voir un petit peu les tendances. Il y a bien sûr des pièges, il y a des blagues, et il y a des questions plus dures, des questions plus faciles. Ce que je voulais faire, c'était juste remonter un poil la fenêtre de chat, qui est un petit peu trop basse, est-ce que je crois qu'on ne voit pas tout? Voilà, là maintenant on voit tout, je pense que c'est parfait. Voilà, voilà qui est corrigé. Envoyez pas les messages les plus récents, c'est parfait. Bon, bah écoutez, je pense qu'on est bien. Je vais préparer le stropole pour la première question, qui va être la question 1.1. Voilà. Donc je fais simplement, pas très compliqué, hein, je mets simplement 1.1 avec 1, 2, 3, 4. Et la question, l'intitulé de la question s'affichera au-dessus sur la fenêtre du quiz. Donc vous aurez juste à chaque fois le numéro de la question et le numéro des réponses. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, attention. Première question dans 3, 2, 1, top. Ah bah non, mais non, d'abord c'est le nom de la manche, que je suis bête. La manche numéro 1, ce sera les amas d'étoiles et les nébuleuses. La dernière fois, on a fait tout ce qui était planète, tout ce qui était exploration spatiale, tout ce qui était étoiles. Cette fois-ci, on commence un peu plus loin, on va parler des amas d'étoiles. Les étoiles naissent en groupe dans des amas, à partir de nébuleuses, des grands nuages de gaz et de poussière dans l'espace, dans les galaxies. Et on en voit depuis la Terre avec des télescopes ou à l'œil nu, et j'en ai concocté un petit paquet. Alors d'abord, ça c'est des questions sur la théorie, et après on aura des questions sur la pratique avec des images. D'abord la théorie. Les amas d'étoiles et les nébuleuses. Attention, c'est parti pour la première question. Question numéro 1.1. Comment appelle-t-on les nuages noirs que l'on voit sur la bande de la Voie lactée, que l'on voit dans le ciel? Alors, est-ce que ce sont des nébuleuses obscures, de la matière noire, des nébuleuses opaques ou des trous noirs galactiques? Je vous donne le lien vers le stropole. Attention, comment ça marche? Copie du lien, voilà. Je le colle ici. Vous pouvez cliquer désormais et venir répondre au stropole. Vous n'avez normalement qu'un seul vote possible. C'est le paramétrage de base normalement. Alors, on a pour l'instant un vote qui a été fait. Ça commence à venir petit à petit. Voilà, j'attends quelques secondes que tout le monde vote bien comme il faut. Alors, est-ce que ce sont des nébuleuses obscures? On en voit derrière ma tête, à la bande de la Voie lactée, on voit des nuages noirs, là, vous les voyez. Est-ce que c'est de la matière noire? Est-ce que c'est des nébuleuses opaques? Ou est-ce que c'est des trous noirs galactiques? Alors, je vois que depuis la dernière fois, le site Stropole a fait une mise à jour, et je trouve que c'est beaucoup plus lisible comme ça. Avant, c'était des pourcentages. Là, c'est vraiment le nombre de voix. C'est beaucoup plus sympa. Alors, pour l'instant, j'ai 8 votes. Est-ce qu'il y en a qui n'osent pas voter, ou est-ce qu'il y en a qui sont là pour regarder? J'attends un petit peu pour cette première question, pour voir combien est-ce qu'il y a de gens qui jouent, pour avoir un peu une idée de quand est-ce que j'arrête le vote à chaque fois.
Je ne le vois pas sur mon écran actuellement parce que sinon j'avais un petit peu bousillé le setup. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien il y a de personnes en live actuellement? C'est indiqué en bas de la fenêtre. Combien tu dis? 19, très bien. 19. Donc on a 8 personnes qui ont voté pour l'instant et une dizaine qui regardent. Alors soit ils n'osent pas, soit ils regardent. 9, parfait. N'hésitez pas à voter, il n'y a pas... C'est vraiment un jeu à la cool. L'idée n'est pas de brimer qui que ce soit, n'est pas de faire de complexe à qui que ce soit. Il y a des blagues, vous verrez, donc vous pouvez tous jouer, il n'y a pas de problème. Personne ne se moquera de vous et vous apprendrez des choses. Et puis sinon, je pense que on va dire que j'attends encore un vote, et puis je pense que 10 c'est la moyenne en général dans ce genre de jeu. Il y a beaucoup de gens qui regardent surtout pour apprendre des choses. Et je pense que là, on peut dire OK pour cette question-là. Je pense que là, on est bon. Allez. La réponse était donc des nébuleuses obscures. Et on a 5 personnes qui ont trouvé la bonne réponse. C'était donc la 1. Merci NS Vidéo, merci Chris Rochas pour l'information. Et matière noire, eh bien non, la matière noire c'est autre chose, on verra ça tout à l'heure. Les nébuleuses opaques, ça, dans le langage courant, ça peut fonctionner, on comprend ce que ça veut dire que les étoiles qui sont derrière, on ne les voit pas, il y a trop de poussière devant, donc ça rend le nuage opaque, et on appelle ça des nébuleuses obscures, c'est le terme consacré. Et les trous noirs galactiques, il en faudrait quand même beaucoup pour que ça fasse tout noir comme ça. Voilà, et on a Adrien, mon collègue, qui vous donne des informations sur les nébuleuses obscures. C'est de là que naissent les étoiles, en particulier. Alors, je vais préparer la nouvelle question. Hop, question 1.2. Enregistrer les changements. Résultat. Je peux pas remettre à 0? Comment on fait pour remettre à 0 dans cette version-là, du coup? Attendez. Comment je reviens à 0? Ah, c'est embêtant, ça. Je veux un nouveau stropole, moi. Comment je fais? Peut-être qu'il faut que je fasse un F5. Retour, peut-être. Ça, alors. C'est embêtant, ça. Ah, effacer le sondage, peut-être. Effacer le sondage. Ah là, ça va être compliqué s'ils nous font ça à chaque fois. C'était pas comme ça avant. Je pouvais revenir à chaque fois à 0. Ok, on va faire comme ça, on n'a pas trop le choix, c'est comme ça. Hop. Ah, j'ai oublié un S quelque part, Adrien. Salut Anne-Bod. Voilà, cette fois-ci c'est bon. Je vous partage le lien du nouveau stropole. Voilà. Et nouvelle question. Comment appelle-t-on une nébuleuse qui émet de la lumière visible? Est-ce qu'on appelle ça une nébuleuse illuminée, une nébuleuse d'émission, une nébuleuse lumineuse ou une nébuleuse de réflexion? Attention, je partage le lien. Hop, partager, voilà. Ah, c'est toi qui l'avais oublié, d'accord. Donc voilà le stropole pour la nouvelle question. Est-ce qu'on appelle ça une nébuleuse illuminée, une nébuleuse d'émission, une nébuleuse lumineuse ou une nébuleuse de réflexion? Et bien entendu, il y a un piège dans la question. Il faut bien lire la question. Il faut bien lire la question. Même si vous ne connaissez pas le sujet, normalement, en lisant bien la question, vous pouvez répondre à la question sans connaître le sujet. Elle est faite exprès. Si vous lisez bien, même sans connaître, vous pourrez trouver. Alors, on a nos 9 joueurs qui ont voté. Si vous voulez entrer dans le jeu, vous pouvez rentrer quand vous voulez. La réponse, c'était la réponse numéro 2. Qui a trouvé la réponse numéro 2? Il y a une voix, c'est qui? Qui a trouvé la réponse? N'hésitez pas à vous valoriser dans le chat. Ah, il y en a 2. Il y a quelqu'un qui a triché, qui a répondu après. Ah, bravo. Bravo à vous 3. Alors, une nébuleuse d'émission, oui, le piège, c'était que dans la question, c'était qu'appelle-t-on une nébuleuse qui émet de la lumière? Une nébuleuse illuminée, c'est qu'elle est éclairée par quelque chose. Une nébuleuse de réflexion, c'est qu'elle est éclairée par quelque chose.
Et, et une nébuleuse lumineuse, bah, ça marcherait, sauf que ça ne s'appelle pas comme ça s'appelle une nébuleuse d'émission. Donc même si vous ne connaissiez pas le sujet, vous auriez pu trouver au moins à retirer 2 mauvaises réponses. Voilà. Il y a 8 votes pour la 2. Attends. Ah oui, effectivement, c'est pas ordre. Oui, tu as raison, il y a 8 votes pour la 2, bravo. Oui, c'est ça. Donc il y avait 8 personnes qui ont répondu bon. Parfait, très bien. Bon, alors je vais préparer une nouvelle question. C'est un peu embêtant si je peux pas vraiment... ah si, je sais comment on peut faire, comme ça. Ouf. Voilà. J'ai trouvé la méthode. Allez, on va passer à la 3e question. C'est parti. Voilà. Hop. Alors, 3e question. Question 1.3. Pourquoi les nébuleuses d'émission émettent-elles de la lumière? Non, ça émet de la lumière, mais pourquoi? Est-ce qu'elles réfléchissent la lumière des étoiles? Enfin, est-ce que c'est pour ça qu'elles émettent de la lumière? Est-ce que les atomes émettent de la lumière en retrouvant leurs électrons qu'ils auraient perdus? Est-ce que c'est le gaz qui les compose qui est chaud, mais simplement ça chauffe, ça émet de la lumière? Ou est-ce que c'est la lumière des étoiles qui serait en arrière-plan et qui les éclairerait par derrière? Je vais vous partager le sondage. C'est parti, on y va. Hop. Nous y voilà. Alors, est-ce qu'elles réfléchissent la lumière des étoiles? Est-ce que ce sont les atomes qui émettent de la lumière en retrouvant leurs électrons? Est-ce que c'est le gaz qui les compose qui est chaud? Ou est-ce que c'est la lumière des étoiles en arrière-plan qui les éclaire comme sur un écran? Alors, ça vote, ça vote, ça vote. Alors, et nous avons beaucoup de réponses. On a des réponses un petit peu mitigées, ça dépend, ça dépend. On a un désaccord entre la réponse 3 et la réponse 2, attention. Alors effectivement, le gaz des nébuleuses est chaud, mais c'est vrai que dans la question, j'aurais dû indiquer lumière visible, puisque le gaz chaud émet de la lumière, mais c'est plutôt de l'ordre du domaine radio. Mais là, en fait, c'est surtout que la lumière qu'on voit sur les photos des nébuleuses, celle qu'on voit vraiment sur les photos, là, qui permettent de prendre en photo ces nébuleuses, eh bien, c'est la lumière visible, infrarouge, ultraviolette, qui est émise parce que les ultraviolets des étoiles bleues qui viennent de naître dans ces nébuleuses, eh bien, cassent les atomes et les molécules des nébuleuses qui finissent par retrouver leurs électrons et ainsi émettent de la lumière. Alors, quand c'est de l'hydrogène, ça émet de la lumière rouge, et c'est pour ça que souvent les nébuleuses sont représentées en rouge. C'était donc la réponse 2 qui était attendue, mais si vous aviez répondu 3, eh bien effectivement, vu que la question n'était pas assez précise, ça pourrait fonctionner aussi. Donc vous avez bon si vous avez répondu 2 ou 3. Et la réponse 1 et 4 correspondaient aux nébuleuses qu'on appelle par réflexion, qui sont en fait des nébuleuses qui renvoient de la lumière que leur envoient les étoiles. Comme dans l'amas des Pléiades, eh bien on voit des nuages bleus derrière, puisqu'il y a des étoiles bleues devant qui les éclairent en bleu. Simplement, comme les phares dans le brouillard. Allez, on va passer à la suite. Je change de stropole. Hop. Voilà. 1, 2, 3, 4. C'est parti, je crée le nouveau pôle. Attention, 1.4, comment s'appelle ce type de nébuleuse? Est-ce que c'est un résidu de supernova? Est-ce que c'est un cimetière stellaire? Est-ce que c'est une nébuleuse diffuse ou est-ce que c'est une nébuleuse planétaire? Hop, et voilà, à vous. Techniquement, les gaz chauds peuvent être invisibles, mais alors du coup, c'est pas les bonnes températures dans les nébuleuses pour que ce soit une émission visible. C'est pas les bonnes densités et les bonnes températures, mais oui, un gaz chaud peut émettre de la lumière, bien sûr. Hop.
Alors, est-ce que c'est un résidu de supernova? Est-ce que c'est un cimetière stellaire? Est-ce que c'est une nébuleuse diffuse? Ou est-ce que c'est une nébuleuse planétaire? Ah, ah. Alors, on a 6 voix pour la réponse 4 et 3 voix pour la réponse 1. Alors, ce n'est pas un résidu de supernova. Un résidu de supernova, et ça fait pas ça, en fait. C'est pas aussi beau, c'est pas aussi propre. Ça, c'est simplement une étoile de faible masse, c'est-à-dire jusqu'à 8 fois la masse du Soleil, qui est morte en nébuleuse planétaire. Pourquoi? Eh bien, c'est simplement que après la phase de géante rouge, euh, merci de me faire réviser, bonsoir tout le monde. Bah, écoute, bonsoir à toi. Après la phase de géante rouge où l'étoile a gonflé, sa surface s'est éloignée de son cœur, du coup elle a refroidi, elle est devenue plus rouge. Et bah, vous savez qu'une étoile, c'est un équilibre entre la gravité qui veut la faire se comprimer, s'effondrer sur elle-même, et la pression de la lumière qui veut sortir, la pression de radiation qui veut la faire s'étendre. Et ben, si l'étoile n'est pas assez massive, et bien arrivé au stade de géante rouge, l'étoile continue à s'étendre, la gravité n'arrive pas à lutter, et l'étoile s'étend, 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 jusqu'à obtenir cette bulle que vous avez là, qu'on appelle une nébuleuse planétaire, parce que c'est rond, et qu'à l'époque, on ne savait pas ce que c'était, et on se disait que ça ressemblait à une planète un peu floue, d'où le concept de nébuleuse planétaire. Les astronomes aiment bien faire des blagues et des faux amis. Voilà, ça n'a rien à voir avec une planète. Ça s'appelle comme ça, donc si vous avez répondu 4, vous avez juste... voilà, voilà. Allez, on passe à la suite. C'est parti. Create poll 1.5. C'est parti. Alors, question 1.5. Après l'effondrement d'une nébuleuse obscure, les étoiles naissent-elles en majorité seules ou en amas d'étoiles? Alors, est-ce qu'à votre avis, les étoiles naissent seules ou en amas d'étoiles? Hop. Ah, du coup, c'est une chance sur deux, là. Là, je peux pas... Là, voilà, c'est une chance sur deux. Vous n'avez pas trop de... Si vous jouez au pif, vous avez plus de chances de trouver que d'habitude. Et oui, Adrien nous disait que c'était NGC 7293 qu'on a vu avant. Catalogue Next Galactic Catalogue, je crois. New Galactic Catalogue, je sais plus ce que veut dire le N. Alors, on a... Il y a des gens qui ont donné la réponse 4. Mais qui a donné la réponse 4? Il y a quelqu'un qui a donné la réponse 4. J'entends quelqu'un se marrer derrière moi, je pense que je sais qui a donné la réponse 4. Alors, voyons voir. 2 ou 1. Alors, c'est pour les... Il y a plus de gens pour la 2. Ah, New General Catalogue, merci. Merci, merci. Oui, effectivement, galactique, ça n'a pas beaucoup de sens puisque c'est souvent extra-galactique, justement. Alors, eh bien, en majorité, les étoiles naissent en amas d'étoiles. Voilà. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez des très très grands nuages de gaz et de poussière qui vont se contracter par gravité, parce qu'il y a eu une perturbation extérieure, un mouvement dans la galaxie, un amas d'étoiles qui passe à côté, une supernova, des rencontres de plusieurs nuages qui se croisent, etc. Tout ça, ça provoque leur effondrement, et ça s'effondre en plein d'endroits à la fois, plutôt qu'un petit endroit tout seul isolé. Il y a beaucoup de matière, et donc ça fait des amas d'étoiles. Voilà. Amas d'étoiles qui ont en général de une dizaine à quelques dizaines de milliers d'étoiles dans notre galaxie en tout cas. Et que l'on trouve dans le plan du disque de notre galaxie. Donc ceux qui ont répondu 2, eh bien, ont gagné un nouveau point. Allez, on passe à la suite. Question numéro 1.6, je vous laisse réfléchir pendant que je recrée le Stropole. Combien de temps environ se passe-t-il avant qu'un amas d'étoiles soit vide de gaz et de poussière? Vous savez qu'à force que les étoiles naissent, eh bien, les amas d'étoiles se vident. Puisque y a de moins en moins de gaz, c'est consommé, et puis les vents stellaires des étoiles, plus les rayons ultraviolets qui cassent le gaz et qui le repoussent, enfin qui repoussent et qui cassent le gaz, finissent par faire partir le gaz de l'amas. Combien de temps ça prend? Est-ce que ça prend 4 millions d'années? Est-ce que ça prend 40 millions d'années? Est-ce que ça prend 400 millions d'années? Ou est-ce que ça prend 4 milliards d'années? Sachant, je vous donne un petit indice, hein, le Soleil, il n'est plus dans ce cas-là. Voilà.
un petit indice que je vous donne. Alors, dites-moi tout. Dites-moi tout, dites-moi tout. Alors, est-ce que c'est 4 millions d'années? Est-ce que c'est 40 millions d'années? Est-ce que c'est 400 millions d'années? Est-ce que c'est 4 milliards d'années? Quelles sont vos estimations? À votre avis, est-ce que ça naît vite, les étoiles? Au pif total. Alors déjà, Inès Vidéo, si tu as bien vu mon indice à propos du soleil, tu peux déjà éliminer une réponse, normalement. Je pense. Alors, et nous avons une seule personne qui a la bonne réponse. Une seule personne a la bonne réponse. C'était 40 millions d'années. Alors, je sais pas qui est-ce qui a répondu la réponse 2, mais bravo à toi. Tu as gagné un point. Bravo. 40 millions d'années. C'est toi? Magnifique, magnifique Inès Vidéo, bravo à toi. Donc effectivement, 4 milliards d'années, ça fait un peu beaucoup, puisque le Soleil en a quand même 4,5, et il n'y a plus de gaz autour de lui, il a même plus ses copines d'ailleurs. 400 millions d'années, c'est un peu trop également, puisque les Pléiades ont je crois, une centaine de millions d'années, quelque chose comme ça, ou 300 millions d'années, je sais plus. Les Pléiades, et dans les Pléiades, il reste du gaz, mais c'est pas le gaz qui était là à la naissance des étoiles, c'est du gaz qui est là par hasard, parce que les Pléiades tournent autour de la Voie lactée, et passent là par hasard. Donc, on se dit que si dans les Pléiades, il y a déjà plus de gaz, alors que c'est dans la centaine de millions d'années, et ben du coup, c'est pas bon non plus. 4 millions d'années, c'est pas assez, puisque les plus grosses étoiles vivent environ 4 millions d'années, et en général, elles meurent avant que toutes les étoiles de l'amas soient formées. Donc c'est plutôt 40 millions d'années. Donc au bout de 40 millions d'années, vous avez un amas qui est uniquement composé d'étoiles. Voilà. Ah ouais, c'était pas facile cette question. Mais du coup, maintenant vous savez. Voilà, oui, merci pour ton encouragement, Nono-san, pour le quiz. C'est vraiment un quiz de dernière minute. Malheureusement, on a eu un empêchement avec notre intervenant, mais ce ne sera que partie remise. Voilà, c'est des choses qui arrivent. On ne lui en voudra pas, et c'est comme ça. Ça arrive à tout le monde. Allez, c'est parti, on y va. Question suivante, 1.7. Lequel de ces objets du catalogue de Charles Messier n'est pas un amas d'étoiles? Alors, Charles Messier, hein, c'était dans les années 1600. Alors, peut-être que Adrien peut nous donner la période exacte, si tu le peux, Adrien, de monsieur Charles Messier. Il a pris sa petite lunette astronomique, alors c'était après Galilée, hein, et il s'est dit, mais c'est bizarre, je vois plein de taches floues avec, eh ben, je vais les répertorier, en faire un catalogue. Il en a trouvé 110, et on peut toujours les voir aujourd'hui avec un télescope d'amateur. Et il y en a 110, voilà. Peut-être que vous connaissez. Hein. Salut Sola Cool Douce. Et voilà, donc du coup, est-ce que vous pensez que M101 est un amas d'étoiles? Est-ce que vous pensez que M22 est un amas d'étoiles? Est-ce que vous pensez que M45 est un amas d'étoiles? Est-ce que vous pensez que M11 est un amas d'étoiles? Charles Messier est né à Badonviller, dans la principauté de Salm-Salm, le 26 juin 1730, et mort à Paris le 12 avril 1817. Alors, je regarde un petit peu les résultats. Alors, j'ai toujours les 9 joueurs et joueuses invétérés qui essayent toujours de gagner des points. Ah, il y en a une dixième ou un dixième cette fois-ci. Alors, je considère qu'à 10 personnes, j'attends encore quelques secondes, mais je pense à peu près la moyenne des joueurs actuellement. Alors, effectivement, M45, c'est les Pléiades. On en a déjà parlé. Oh, 11 personnes. Bravo à toi qui viens d'oser commencer à jouer. Bravo, bienvenue dans le game. M11, c'est un amas d'étoiles qu'on peut trouver dans la constellation de l'écu de Sobieski, à côté de l'Aigle. M22, c'est un amas d'étoiles que l'on peut trouver dans le Sagittaire. Et M101, c'est la galaxie du Sombrero. Non, est-ce que c'est le Sombrero? Je confonds toujours avec M107. Je confonds toujours. Est-ce que c'est... Ah, je confonds. Moi, je sais pas tout non plus. Je ne sais plus si c'est le Sombrero... Le Moulinet, c'est ça. Galaxie du Moulinet. Voilà. M101. Voilà. On passe à la question d'après. C'est parti. Et on fera une petite pause pour compter les points après, puisque c'est la dernière question de la manche.
Alors, question 1.8, comment appelle-t-on ce type d'amas d'étoiles? Un amas d'étoiles dense, un amas d'étoiles occlusif, un amas d'étoiles globulaire ou un amas d'étoiles resserré? Comment appelle-t-on ce type d'amas d'étoiles? Hop, je crée le pôle. Hop, je vous partage l'adresse. Et la voici. Tac, vous pouvez voter. Hop là. Mise à jour automatique. Je vous laisse voter. Et c'est M104 le sombrero, c'est ça. Je confonds toujours entre les deux. Merci Adrien. Alors, ah bah, je pense que là, on a 10 votes. La 11e personne peut voter si elle le souhaite. Et puis, je vais donner la réponse. Alors après, si vous connaissez pas, essayez de voir s'il n'y a pas une blague quelque part ou s'il n'y a pas un piège. Il y en a toujours quelques-uns dans mes questions. Alors, ça s'appelle un amas globulaire. Bravo aux 8 personnes qui ont trouvé. Effectivement, c'est un amas plus dense que les autres. C'est pour ça que j'ai mis dense et resserré, mais c'est un amas globulaire. Alors, je ne connais pas l'origine de cette dénomination, par contre. Il y a les amas ouverts, qui sont les amas dont on a parlé tout à l'heure, qui naissent dans le disque de la Voie lactée et qui naissent en permanence, composés donc de jeunes étoiles, et qui ont entre 10 et 10 000 étoiles, grosso modo. Et puis, il y a des amas globulaires qui sont beaucoup plus denses et peuplés, avec de l'ordre du million d'étoiles. Et en fait, si vous prenez le diamètre de la partie dense, là, grosso modo, je sais pas si vous voyez ma souris, non, vous voyez pas ma souris. Ouais, vous prenez la partie dense, là, et en fait, vous pouvez rentrer tout ça entre le Soleil et Alpha du Centaure, qui est l'étoile la plus proche de nous, c'est-à-dire à 4,2 années-lumière. Voilà, donc ça fait quelques années-lumière de diamètre, pas plus. Donc c'est vraiment très très dense. Si vous habitiez là-bas, vous verriez des soleils partout. Dans le ciel, la nuit serait blanche et pas noire. Et comme M13, tout à fait, l'amas d'Hercule. Donc Messier numéro 13. Et ces amas d'étoiles, en fait, sont peuplés de très vieilles étoiles, de l'ordre de 13 milliards d'années. Ce sont en fait les parties des galaxies qui naissent en premier. Donc d'abord le centre de la galaxie qu'on appelle le bulbe. C'est pour ça que le bulbe est jaune en général sur les photos, puisque c'est des très vieilles étoiles qui sont dedans. Et les amas globulaires dans le halo ensuite, à 1 milliard d'années près, c'est dans cet ordre-là. Donc voilà, il y en a, la galaxie, la Voie lactée en a 160. Je crois que la galaxie d'Andromède en a 500 au dernier dénombrement. Et voilà, ce sont des amas d'étoiles très anciens. Alors parfois on voit des petits points bleus sur l'image, je ne sais pas si on voit bien, mais il y a des étoiles bleues dans ces amas, et ça nous a longtemps posé problème, puisque si c'est un amas ancien, il ne peut pas y avoir d'étoiles jeunes, d'autant qu'il n'y a pas de gaz à l'intérieur qui pourrait expliquer la présence de ces étoiles jeunes. Et en fait, ce sont des zombies. On les appelle des traînards bleus, ou des blue stragglers en anglais. Ce sont en fait des étoiles qui ont fusionné. Deux étoiles froides qui fusionnent, mais ça fait une étoile chaude. Donc ça fait une étoile bleue. Souvenez-vous, la dernière fois dans le quiz, on avait dit que les étoiles bleues étaient les plus chaudes. Et bien voilà, quand vous avez 1 million d'étoiles qui ratatinent entre le Soleil et Alpha du Centaure, eh ben il y a des collisions. Il y a des collisions et donc des étoiles qui fusionnent. Mais en fait, c'est aussi cette densité, on se dit, mais pourquoi est-ce que les amas globulaires ne s'effondrent pas sur eux-mêmes? Pourquoi ça fait pas une grosse étoile, un trou noir, voilà. Et bien pourquoi? Simplement, il y a à l'intérieur de cet amas une population tellement dense qu'on a plein d'étoiles binaires, des étoiles qui tournent les unes autour des autres de manière très rapprochée, et qui sont sur des orbites stables, ce qui fait qu'on ne peut pas les comprimer. Et c'est ça qui fait que les amas ne s'effondrent pas. Ça n'empêche qu'il y a quand même parfois des étoiles qui sont trop proches les unes des autres et qui finissent par fusionner à la longue, en fait, puisqu'elles s'aspirent petit à petit un petit peu de leur matière jusqu'à fusionner complètement. Ça change la masse des deux corps et ça finit par fusionner. Mais c'est un processus qui est pas très fréquent finalement, ce qui fait que les amas globulaires tiennent debout depuis 13 milliards d'années, mais il y a quand même des étoiles qui ont fusionné à l'intérieur. Voilà ce que je peux vous dire sur ces amas d'étoiles, et à chaque fois qu'ils traversent le plan du disque de la Voie lactée, eh bien, ils se font arracher des étoiles par les forces de marée de la Voie lactée.
donc ça les étire comme ça, et avec des instruments adaptés, on peut remarquer une traînée d'étoiles derrière chaque amas globulaire le long de sa trajectoire autour de la galaxie. Voilà, c'est un phénomène très intéressant à voir. Donc les amas d'étoiles les amas globulaires, pardon, à force perdent des étoiles. Voilà, alors je vous invite à me donner du coup vos scores sur 8 pour la première manche. Allez-y dans le chat, dites-moi si vous vous en êtes bien sorti ou pas. Alors, 7 sur 8, 6 sur 8. Ah, on a quand même des bons scores. Hop. J'ai pas compté. Ah, c'est dommage. Mais du coup, quelle est ton impression? Même si t'as pas compté. Aucune idée, pas compté. Mais du coup, il faudra compter pour la prochaine fois. Comme ça vous pourrez arriver après tout le monde. Tu pourras te rattraper sur la prochaine. Voilà, j'ai Lé de Science for All qui nous dit qu'il est désolé qu'il avait eu un empêchement, qu'il était pris avant. Voilà. Ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise, c'est pas très grave. Voilà. Donc il vous passe le bonjour. Alors, bon, on a quand même des bons scores là. Je dirais 5, mais je sais plus. Bah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. D'autant que les questions n'étaient pas faciles. Hop, manche numéro 2. On va repasser au système solaire. On va en faire un dernier petit tour. Et dans cette manche-là, je vais vous montrer des objets du système solaire. Et il va falloir me dire comment ils s'appellent. Vous aurez à chaque fois 4 réponses possibles. Et une des 4 réponses est la bonne, bien sûr. Et il faudra trouver lequel est-ce. Et bien sûr, j'ai pris plein de corps du système solaire qui se ressemblent tous. Sinon, c'est pas drôle. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Je vais préparer pendant ce temps-là le stropole de la première question. On est sur la question 2.1. Alors là, du coup, ce sera plus de la connaissance, comment dire, encyclopédique plus que théorique. Voilà, il va falloir essayer de retrouver, si vous avez déjà vu ces images, alors soit à la télé, soit dans des magazines, soit sur Wikipédia, etc. Vous devriez peut-être avoir plus de facilité à trouver si vous n'êtes pas trop calé en théorie, mais si vous connaissez un petit peu d'astronomie. Et sinon, ce sera par déduction, parce que vous verrez qu'il y a des blagues, bien sûr, comme d'habitude, dans les questions. Alors, question 2.1, qui suis-je? Mercure, Oberon, satellite d'Uranus, Japet, satellite de Saturne, ou la Lune, satellite de la Terre. Je vous partage le lien vers le sondage. C'est parti. Alors, dites-moi tout. Oui, il faut que je mette les résultats en on, sinon ça ne marche pas. Alors, est-ce que c'est Mercure, donc la planète Mercure? Est-ce que c'est Oberon, un satellite d'Uranus? Est-ce que c'est Japet, un satellite de Saturne, où les petits chiens aboient souvent? Pardon. Ou est-ce que c'est la Lune, numéro 4? Ah ah. Est-ce que vous reconnaissez cet objet? C'est un peu piégeux quand même. Oui, mais tout à fait. Tu verras que les autres le sont aussi. Mais vous allez apprendre des trucs, c'est ça qui compte. Moi, je suis là pour vous faire apprendre des trucs. C'est pour ça que je mets des blagues dans les questions. Le but, c'est pas de faire un sans faute. C'est pas du tout un examen. C'est vraiment pour s'amuser et apprendre. C'est pour ça que quelqu'un a répondu la réponse 4 alors qu'il n'y avait pas de réponse 4 tout à l'heure. C'était très rigolo. Alors, on a 11 votes. Donc, je considère qu'on arrive au bout du temps imparti. Alors, on a 6 votes pour la 1. Effectivement, c'était Mercure. Un indice pour la réponse 4, eh bien, on ne reconnaît pas la Lune, ni sur la face visible, ni sur la face cachée, parce qu'il n'y a pas de mer, en fait, sur Mercure. Les mers, ce sont des grandes surfaces de lave solidifiée qui se sont formées peu après ou pendant la formation de la Lune, quand elle s'est refroidie, et c'est pas le cas sur Mercure, en fait. Il n'y en a pas. Et les cratères ont l'air un petit peu moins imposants sur Mercure également. Une différence qu'il y a avec la Lune aussi, alors on ne peut pas le voir sur l'image, mais Mercure s'est formé du coup très proche du Soleil. Elle met 88 jours pour faire le tour du Soleil, c'est pas beaucoup, c'est 3 mois à peu près.
Et en fait, à cette distance-là du Soleil, quand le système solaire s'est formé, ce sont les matériaux les plus denses qui se sont condensés et compactés en petits grains, c'est-à-dire tous les matériaux composés de métaux. Un peu plus loin, c'était surtout des roches, et encore un peu plus loin, au-delà de 5 fois la distance Terre-Soleil, surtout des glaces. Et il y avait beaucoup plus de glaces que de quoi que ce soit d'autre, des glaces de méthane, d'eau, d'azote, de CO2, tout ce que vous voulez. Et donc il s'est formé des très gros corps glacés au-delà de 5 unités astronomiques, 5 fois la distance Terre-Soleil, des corps de 40 fois la masse de la Terre, un truc énorme, fait de glace, et qui ont attiré tout le gaz du Soleil, de la nébuleuse qui était là avant le Soleil, avant que celui-ci soit complètement repoussé par le vent solaire. Ça a mis 1 million d'années, donc il fallait se dépêcher. Et donc effectivement, toute cette glace s'est accumulée et ça a fait des planètes géantes, Jupiter, Saturne, etc. Dans la zone rocheuse, on a eu Vénus, Mars et la Terre, grosso modo, et avec un petit peu de métaux au centre. Et puis par contre, près du Soleil, il y avait surtout des métaux, et Mercure est composé surtout de métaux, alors on pense qu'elle avait avant un petit manteau rocheux, malgré tout, mais qu'il a été probablement arraché par une collision avec une autre protoplanète à l'époque. Comme c'est arrivé chez nous, hein, nous il y a la protoplanète qu'on a baptisée Theia qui s'est fracassée sur la Terre et ceci a fabriqué la Lune notamment. Voilà, c'est le scénario le plus probable de la fabrication de la Lune. Donc après l'accrétion des petits cailloux, il y a eu le coup de billard entre les, entre les planètes formées pour savoir qui est-ce qu'elle est restée. Et donc, si vous demandez pourquoi la Lune tourne autour du Soleil et ne tombe pas dedans, et bien c'est qu'il y en a plein qui sont tombés dedans. Et nous, on a du bol. En fait, on a eu une planète qui est pas tombée dedans et qui était au bon endroit pour que nous on vive. Voilà. Donc c'est plutôt que c'est pas pourquoi la Terre ne tombe pas dans le Soleil, c'est que si elle était tombée dans le Soleil, on serait plus là pour en parler. Voilà. Peut-être des gens qui sont déjà plus là pour en parler d'ailleurs, qui sont déjà tombés dans le Soleil avant nous. Bon, ils auraient quand même eu pas beaucoup de temps pour se développer, mais bon, voilà. Vous avez l'idée. Et on a Adrien qui nous donne des informations sur tout ça. Alors Adrien, attention, hein, parce que si tu donnes des réponses aux questions d'après, ça va pas aller. Donne pas trop de photos, ne cliquez pas trop sur les liens Wikipédia et tout ça, ça pourrait vous donner trop d'idées pour les questions d'après. Non mais, allez, on passe à la suite. Alors ne trichez pas, n'allez pas voir les liens d'Adrien tout de suite. Allez, question 2.2. Est-ce que c'est Vesta? Est-ce que c'est Cérès? Est-ce que c'est Charon, satellite de Pluton? Ou est-ce que c'est Junon? Cérès, Vesta et Junon sont des astéroïdes de la ceinture principale d'astéroïdes. Je vous mets le partage. Attention, copie du lien. Donc, Adrien, ne mets pas trop, du coup, d'images en commentaire, parce que sinon les gens vont pouvoir tricher. Alors, est-ce que je vous ai bien mis le bon truc? Oui, c'est bon. Alors, est-ce que c'est Vesta? Est-ce que c'est Cérès? Est-ce que c'est Charon? Ou est-ce que c'est Junon? J'avais pas prévu le coup, en fait. Je me dis, bah oui, Adrien, d'habitude, il met des liens sur ce qu'on est en train de faire, mais là, du coup, sur ces questions-là, ça pose problème. À la limite, tu peux mettre des liens sur les planètes parentes. Là, par exemple, un lien sur Pluton, à la limite. Mais sur les lunes, vaut mieux pas. J'aurais dû te prévenir. Alors, on a 10 votes. On a 5... Il ne triche pas, il joue avec la règle. Ah oui, c'est vrai. Ouais, il pense out of the box, c'est ça. Voilà, tout à fait. Et c'est très bien. C'est très bien, c'est une très bonne qualité. Donc, 5 votes pour la réponse de Cérès. Effectivement, c'est bien Cérès. Le seul en fait astéroïde qui est dans un équilibre hydrostatique, c'est-à-dire que c'est assez massif pour qu'il fasse chaud à l'intérieur, que tout ça se viscosifie un petit peu et comment dire, se reforme sous forme d'une sphère, qui est la situation la moins qui est le moins énergétique. Ça, c'est l'état le plus stable en fait. Pour quelque chose comme ça, et on appelle ça l'équilibre hydrostatique. Si vous aviez un cube dans l'espace de la taille de la masse de Cérès, eh bien les coins retomberaient par gravité pour former une sphère. Voilà, on peut pas avoir un cube d'une masse infinie dans l'univers. C'est pour ça que certains astéroïdes donc, ont une forme de patate, parce qu'ils ne sont pas assez massifs pour pouvoir pour pouvoir se remodeler sous forme d'une sphère. Ça ne va pas fonctionner. Il y a même des astéroïdes qui sont pleins de trous
et qui paraissent beaucoup, enfin, qui sont beaucoup moins denses que ce qui paraissent, puisqu'à l'intérieur il y a des trous, c'est des agglomérats de petits cailloux qui n'ont pas vraiment fusionné, comme c'est le cas pour les planètes ou les planètes naines, comme Cérès que vous avez là. Cérès, possible que j'ai fait une erreur. Ah ah! C'est bien Cérès, c'est bien Cérès. J'ai pris une photo où on voyait pas le petit amas de sel qu'on a trouvé dans le cratère Charnantor. Non, pas Charnantor, le cratère. Comment il s'appelle le cratère avec. Non, Charnantor, c'est un plateau sur la Terre où il y a un télescope radio. Comment il s'appelle le. Ah, j'ai oublié. Il y a un cratère avec un amas de sel bien blanc dedans. Et j'ai pas pris cette photo-là exprès pour qu'on ait du mal à le reconnaître. Voilà. Allez, on passe à la suite. Numéro 1, 2.3. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est Encelade, satellite de Saturne? Est-ce que c'est Triton, satellite de Neptune? Est-ce que c'est Ganymède, satellite de Jupiter? Ou est-ce que c'est Callisto, satellite de Jupiter? Je vous laisse le temps de réfléchir pendant que je crée le pôle. Je vous partage le résultat. Attention. Ah, Okator, le cratère, merci. Bah du coup, maintenant, tu peux mettre un lien vers le cratère Okator, Adrien. Ça, il n'y a pas de danger. Pour ça, il n'y a pas de danger. Effectivement, quand on a vu ce point blanc sur Cérès, quand on est arrivé avec la sonde Down, c'était en 2014, je crois. 2015, je me confonds toujours avec l'arrivée à Pluton par New Horizons. On a vu un gros point blanc, du coup, quand la sonde était encore loin, c'était pas résolu, donc on voyait une grosse tache blanche, très lumineuse, donc qui réfléchissait vraiment beaucoup la lumière du soleil par rapport à la surface. Et on ne savait pas ce que c'était. Et quand on s'est rapproché, on a compris que ça devait être du sel, en fait, qu'il y avait une couche de sel sous la surface de Cérès et qu'un impact avait révélé une surface plus fraîche en dessous. Et voilà, donc on pense qu'il y a du sel sous la surface de Cérès. Et on pense aussi qu'il y a de l'eau encore dessous, probablement, comme la plupart des planètes naines. Apparemment, ça a l'air d'être assez général. On est quand même au-delà de l'orbite de Mars, donc il commence à y avoir pas mal de glace. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que sous la surface de beaucoup de planètes naines, de beaucoup de lunes, de planètes géantes, il y a une croûte de glace avec de l'eau liquide dessous qui fait des fractures à la surface. Comme sur de la banquise. Alors, on a... ah, les gens hésitent. Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé la bonne réponse déjà? Oui, il y a 4 personnes qui ont trouvé la bonne réponse. C'était la réponse 4, c'était Callisto. Attention, ils arrivent. Oh, merci pour le raid Space Explorer W. Eh bien, écoutez, venez jouer avec nous au planétarium. Parfait. Bonsoir Tienou71, bonsoir THTM8, bonsoir Alexandre arrive. Nous sommes au planétarium de Vaux-en-Velin en live. Voilà, je travaille au planétarium de Vaux-en-Velin. Je suis Camille, je suis avec vous pendant encore une bonne demi-heure. On a 1h30 en tout. On a commencé un petit peu en retard pour des raisons des empêchements. Voilà. Mais ça, c'est pour ça, voilà, c'est comme ça. Et puis, on fait un quiz. Donc, n'hésitez pas à venir jouer. Je mets les questions au-dessus de ma tête et l'estropole à ma droite régulièrement pour que vous puissiez voter. Alors, donc, je disais, c'est Callisto, une des lunes de Jupiter, une des 4 plus grosses qui ont été découvertes par Galilée. On les appelle les lunes galiléennes. Ce n'est pas Encelade, du coup. Ce n'est pas Triton, ce n'est pas Ganymède. C'est Callisto. Je vous en dis pas plus parce que sinon, je risque de spoiler peut-être. On ne sait pas les questions d'après. Allez, c'est parti. On passe à la question 2.4. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est Umbriel de Uranus? Est-ce que c'est Mimas de Saturne? Ou est-ce que c'est Tétis de Saturne? Ou est-ce que c'est Pluton? Voilà. Je vous mets le stropole nouveau. C'est comme le Beaujolais nouveau. C'est nouveau. Voilà. Je le crée tout de suite. Du coup, comme j'ai dit bonjour, eh ben, j'ai pas pensé à le faire à l'avance. Voilà. Create. Partager. Copier le lien. C'est parti. Vous pouvez maintenant répondre à cette question. Allez-y. J'affiche les résultats sur ma gauche. Voilà. Et vous pouvez répondre. Je vous laisse le temps de répondre parce qu'il y a un peu plus de gens qui sont maintenant avec nous. Et je vois que j'ai fait une faute à Tétis. Il y a un Y normalement. Voilà. De l'astro, toujours de l'astro. Mais oui, tout à fait.
Alors Adrien nous a donné des infos sur Callisto. Voilà, Adrien, du coup, si tu donnes des infos sur les bonnes réponses, c'est cool. Si tu donnes des infos sur les mauvaises réponses, les gens vont tricher parce que peut-être que parfois, c'est des réponses qui vont être bonnes plus tard. Merci Adrien. Et donc les petits points blancs sur Callisto sont simplement des cratères qui ont révélé de la surface plus jeune qui est dessous, plus propre, puisque avec le vent solaire, les rayons cosmiques et tout ça, ça modifie un petit peu la composition de la surface et ça l'abîme un peu en quelque sorte. Ça rougit notamment les astéroïdes. Et souvent quand il y a un impact comme ça sur un astéroïde ou une lune, bah, ça va dégager un petit peu tout ça et montrer la surface plus propre qui est en dessous. Ça se voit avec le surnom. Vous streamez souvent? Bah, on stream 3 fois par semaine pendant le confinement au planétarium. Ouais, 3 fois par semaine. Sur la chaîne du planétarium de Vaux-en-Velin, dans le Rhône, à côté de Lyon. Alors, la réponse était donc Tétis. Tétis, une des lunes de Saturne, pas très connue celle-là. Et on voit d'ailleurs que sur Tétis, il y a des fissures également, comme sur Encelade par exemple. Alors peut-être qu'il y a de l'eau liquide sous cette couche de glace. J'en ai pas entendu parler pour Tétis, mais ça a l'air d'être assez général. Donc à vérifier. À vérifier, mais en tout cas, il y a des fissures sur la croûte de glace de Tétis. Tétis, satellite de Saturne. Donc je laisse Adrien vous donner quelques infos sur Tétis, que j'ai mal écrit. Il manque un Y. Voilà, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Vu que c'était le nom de mon labo de thèse, je ne pouvais pas me tromper sur celle-là. D'accord. Mais j'avoue c'est pas facile, parce que je vous montre quand même que des lunes ou des planètes naines qui se ressemblent quand même pas mal. Mais je trouve qu'on n'en parle pas souvent en fait. On montre pas souvent des images, on parle souvent des planètes. Mais il y a quand même beaucoup de mondes sur lesquels on pourrait marcher, sur lesquels on pourrait mettre des petits bonhommes avec des petites stations et tout ça. Mais on n'en parle pas souvent, c'est vrai. Alors, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Question 2.5, qui est-ce? Est-ce que c'est Callisto de Jupiter? Est-ce que c'est Triton de Neptune? Est-ce que c'est Ganymède de Jupiter? Ou est-ce que c'est Galatée de Neptune? Dites-moi tout. Hop, je mets en route le Stropole. Donc si vous voulez voter pour les nouveaux nouvelles, vous cliquez sur le Stropole et vous pouvez voter. Question 2.5. Bon, déjà, la réponse 1, vous savez que c'est pas possible puisque on l'a eu avant. Ah, mais peut-être ceux qui sont arrivés, ça fait peut-être pas. Est-ce que c'est Callisto? Est-ce que c'est Triton? Est-ce que c'est Ganymède? Est-ce que c'est Galatée? Comme ça, en plus, vous apprenez les noms des satellites de Neptune, qu'on connaît très peu, finalement, en général. Alors, s'il y a une série de SF, la meilleure du monde, hein, The Expanse, tant pour son intrigue que pour la physique à l'intérieur, qui fait vraiment un tour de beaucoup d'objets méconnus du système solaire. Et c'est vraiment très chouette. Quand on fait de l'astronomie, se dire ah, mais ils sont posés sur Ganymède, mais c'est trop bien. Voilà, c'est vraiment très chouette. Je viens d'arriver et j'ai voté un. Ça, c'est dommage, Troubadour. Ça, c'est dommage. Tu pourras te rattraper sur la suite, t'inquiète pas. Alors, on a 45% pour le 3. 23 votes. Voilà, il y a beaucoup plus de joueurs que tout à l'heure, du coup. Ça continue de voter, ça continue de voter. Donc, du coup, votez pas 1, puisqu'on a déjà eu 1. On a déjà eu le Callisto. Je vois que ça ne vote plus. Alors, la réponse était la réponse 3. C'était Ganymède. Ganymède, satellite de Jupiter, qui est le plus gros satellite de Jupiter, qui est plus gros que notre Lune à nous d'ailleurs. Callisto étant légèrement plus grosse que la Lune. Europe et Io plus petit. Et elle est très reconnaissable avec ses grandes traînées grises à sa surface. Et on pense également que Ganymède a un océan sous la surface qui cause du coup toutes ces fissures que l'on voit là, plus profond probablement que celui d'Encelade ou celui de Europa. Voilà. Je doute qu'on ait d'aussi belles images de Galatée. Je ne crois pas, effectivement. Je pense que Galatée, c'est un peu plus chaud, puisque la seule sonde qui est allée voir Neptune, c'est Voyager 2. Elle n'a pas pu tout faire. Elle ne s'est pas arrêtée. Hein, elle est passée tout droit. Donc, on n'a pas grand-chose non plus de Neptune. Hein. Triton, on l'a même pas en entier.
Donc effectivement, on passe à la question 2.6. Quel objet est-ce? Est-ce que c'est Ariel de Uranus? Est-ce que c'est Japet de Jupiter? Est-ce que c'est Dionée de Saturne? Ou est-ce que c'est Europa de Jupiter? Hop. Tac. Je crée le stropole. Réfléchissez bien pendant ce temps-là. Hop, 1, 2, 3, 4. Create poll. Partager. Je vous partage ceci. Où êtes-vous? Ici, voilà. Vous êtes là. Parfait, voilà. Vous pouvez jouer. Et moi, je vous écoute. Alors, est-ce que c'est Ariel, la petite sirène? Est-ce que c'est Japet, le petit chien? Est-ce que c'est Dionée, ou est-ce que c'est Europa Universalis? C'était une encyclopédie, ça, de l'année 90, non? Je crois. Je sais plus. Ah, on a pour l'instant des votes mitigés. Alors, où est-ce que c'est l'étoile de la mort de Star Wars? Avec le gros cratère en bas? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que ça dit tout ça? Il n'y a pas étoile de la mort. Non, il n'y a pas étoile de la mort. Il y avait la dernière fois pour un autre corps du système solaire, c'était Mimas la dernière fois, qui ressemblait beaucoup à l'étoile de la mort. Il y a des gens qui ont répondu étoile de la mort pour rigoler. Du coup, ils n'ont pas eu le point. C'est con. Bonne fin de soirée, Rolling. Rolling Phoenix. Bah, c'est pas grave, Orion 820, il y a d'autres questions, t'inquiète pas. Europa de Santana, c'est une chanson de Santana, c'est ça? Je ne connais pas. Alors, la réponse était donc Japet. Japet de Jupiter, dont la surface a été très travaillée. Et c'est très étonnant, il y a un bourrelet notamment, on le voit sur la droite là. Un bourrelet comme si c'était deux coquilles de noix qu'on avait fusionnées ensemble. Alors, je ne sais pas si Adrien peut nous donner des informations sur Japet, sur pourquoi ça ressemble à ça, pourquoi une couche sombre et une couche claire, qu'est-ce qui s'est passé, laquelle est la plus jeune entre les deux. Je connais pas grand-chose sur Japet, donc je vous invite à... salut Otumtumo, apparemment tu me connais. N'hésitez pas à regarder du coup sur la page Wikipédia de Japet que Adrien vous donnera sûrement, ou vous a même déjà donné un peu plus haut. C'est un corps très intriguant et c'est passionnant. Il y a beaucoup à regarder. Beaucoup à apprendre. Alors c'est pas ma chaîne Otumtumo, c'est la chaîne du Planétarium de Vaux-en-Velin. Allons-y. Question numéro 2.7. Quel objet est-ce? Est-ce que c'est Titania de Uranus? Est-ce que c'est Vesta? Vesta retente un petit peu son coup, puisque tout à l'heure il était dans les réponses et il avait perdu. Un astéroïde de la ceinture d'astéroïdes. Est-ce que c'est Titan de la planète Saturne ou est-ce que c'est Rhea de la planète Saturne? Je vous donne le lien tout de suite. Celle-là est un peu plus ardue. Je vous mets le lien ici. Vous pouvez voter. C'est parti, messieurs, dames. On devrait dire mesdames, messieurs, des fois, hein, pour changer. C'est parti, mesdames, messieurs. Ah oui, mise à jour automatique, sinon je ne vous vois pas. Alors, est-ce que nous sommes autour d'Uranus? Est-ce que nous sommes dans la ceinture d'astéroïdes? Est-ce que nous sommes autour de Saturne ou de Saturne? Alors, vous pouvez regarder bien les images, comment elles sont faites. Est-ce que c'est flou? Est-ce que ça semble être une image récente, une image ancienne? Est-ce que c'est en noir et blanc, en couleur? Ça peut aider aussi. Si vous avez un petit peu en tête l'ordre dans lequel on a exploré le système solaire, ça peut vous aider. Même s'il y a des faux amis, puisque les corps les plus lointains, on les a vus en premier, sauf Pluton. D'ailleurs, il y a une nouvelle mission pour Pluton qui est dans les cartons pour aller se mettre en orbite. Parce que ce qu'on a fait la dernière fois, passer juste à côté, ça n'a pas suffi. Hein, on est resté sur notre faim. Alors, j'ai 21 votes. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui n'ont pas voté et qui veulent voter? Je vous laisse encore quelques secondes. Allez, je pense que c'est bon. La réponse 4, eh bien, non, ça n'est pas Rhea. Alors, attendez, je vérifie quand même que je ne dise pas de bêtises, parce que si je vous dis des bêtises, ça va le faire. Oui, c'est ça. Non, ça n'est pas Rhea.
Ça n'est pas Rhea, c'est Titania. Oui, par Voyager 2. Image prise le 24 janvier 1986. C'est Titania, autour d'Uranus. Donc, certes, Galatée, comme je sais plus qui disait dans le... Qu'est-ce qu'il disait ça tout à l'heure? Galatée, qu'est-ce qu'il parlait de Galatée? Le prof Rogue, c'est ça, le prof Rogue, effectivement, Galatée, on n'a pas de très bonnes images autour de Neptune. Par contre, on a eu des bonnes images de Titania autour d'Uranus. Donc, celles et ceux qui ont répondu Titania, réponse 1, ont la bonne réponse. Bravo à vous. Rhea est beaucoup plus petite que Titania, je crois. Et enfin, question 2.8, la dernière question de cette manche. Est-ce que c'est Triton, satellite de Neptune? Est-ce que c'est Umbriel ou Umbriel, je sais pas comment ça se dit, satellite d'Uranus? Est-ce que c'est Charon, satellite de Pluton? Ou est-ce que c'est Oberon, satellite d'Uranus? À vous de jouer dans quelques instants. Attention, je partage, copie. Je commence à être rodé avec ce système entre PowerPoint et Stropole. Voilà, c'est bon, vous pouvez y aller, vous pouvez voter, je mets les résultats. Je viens de plus en plus rapide, c'est parfait. Alors, est-ce que nous sommes autour de Neptune? Est-ce que nous sommes autour d'Uranus? Ou est-ce que nous sommes autour de Pluton? Alors. Les votes sont mitigés entre les trois premières réponses. Tu la trouves trop belle, cette étude? Moi aussi, tout à fait. Et tu vas voir l'anecdote que je vais te donner, tu vas encore plus l'aimer. Tu vas encore plus l'aimer. On a 17 votes, il y a encore 2-3 personnes qui voulaient voter. Je sais que d'habitude, il y en a une vingtaine, là. Donc, n'hésitez pas. 18. 19. Bon, bien sûr, vous êtes un peu biaisé parce que vous voyez les réponses des autres en même temps, mais qui dit qu'ils ont raison? On ne sait pas, hein, on ne sait pas. Et vous risquez, si vous comparez avec les réponses des autres, vous risquez de tomber dans le biais de conformation, qui est un automatisme du cerveau qui fait que pour la survie, socialement, c'était mieux de faire comme les autres. Hein. Voilà. Si vous voyez que tout le monde se gratte, c'est peut-être bien de se gratter parce qu'il y a peut-être des bestioles qui piquent, par exemple. Si vous voyez que les gens arrêtent de respirer, c'est peut-être bien d'arrêter de respirer parce qu'il y a peut-être un gaz toxique, voilà, ce genre de choses. Mais des fois, on a montré par expérience que si on prend 10 acteurs et pas acteur, un cobaye, et qu'on leur fait passer un test, et que tout le monde se met à dire des réponses fausses, au bout d'un moment, la personne qui n'est pas actrice va finir par dire des réponses fausses aussi parce qu'elle pense qu'il faut faire comme les autres, et c'est automatique. Donc ne vous fiez pas trop au camembert quand vous répondez. C'est un conseil. Votre cerveau, il est mal foutu. Le cerveau de tout le monde est mal foutu. C'est comme ça. Il faut le savoir, c'est tout. C'était bien la réponse 3. C'était le Charon, la plus grosse lune de Pluton. Pluton qui a 5 lunes. Il a aussi Nyx, Hydra, Styx et Kerberos. Que des choses des enfers. Hein. Pluton, le passeur. Non, Pluton, c'est le dieu des enfers. Charon, c'est le passeur. Nyx, c'est la nuit. Hydra, je sais plus. Styx, c'est la rivière, justement, qui sépare le monde des vivants du monde des morts. Et Kerberos, c'est le cerbère, le chien à 3 têtes, qui garde l'entrée. Voilà. Et pour parfaire le tout, c'est là que je montre mon anecdote, Xtoff. Quand New Horizons s'est passé, du coup, près de Pluton, eh bien, les chercheurs et ingénieurs de la NASA ont proposé des noms à l'Union astronomique internationale pour les nouveaux cratères de Pluton et de Charon. Et je ne sais pas où on en est parce que les propositions doivent être votées ensuite par l'UAI. Ça prend un certain temps. Mais il avait été proposé, alors Adrien, peut-être tu peux confirmer ou infirmer, que ce gros cratère que vous voyez là-haut, bien sombre là, où de la lave a refroidi comme sur la Lune, probablement. Ce gros cratère, eh bien, s'appelle le Mordor. Voilà. C'est comme ça qu'ils l'ont nommé, je trouvais ça très rigolo. Allez, je passe à la diapo suivante, et pendant ce temps, je vous propose de me donner vos scores sur 8 pour la manche numéro 2. Pendant ce temps-là, moi je prépare la manche d'après. N'hésitez pas dans le chat à donner votre score sur 8. Hop, je prépare 3.1. 1, 2, 3, 4. Create poll. Parfait. Donc, le poll de la question suivante est prêt. Dites-moi vos scores sur 8. Alors, 5 sur 8, 4 sur 8, 6 sur 8. Xtoff, c'était rigolo. T'as bien fait d'attendre jusqu'à l'anecdote. Et je crois que
Je vais reprendre des cours adultes. Mais attends, tu te vois, t'as encore le temps de t'en sortir. Il y a encore des questions. Ça va aller, généralement. Xtoff disait, oui, et ils ont aussi proposé Luke Skywalker, des choses comme ça. Moi, j'avais trouvé ça cool, puisque c'est vrai que jusqu'à présent, les noms qu'on avait donnés au corps du système solaire, c'était de la mythologie de l'Antiquité. Et c'est de la culture. Mais la culture populaire d'aujourd'hui, c'est aussi de la culture. Et qui sait, en fait, dans 2000 ans, ce qui restera. Parce que de la culture de l'Antiquité, ce qu'on a retenu, c'est pas forcément les meilleurs livres. C'est ceux qui ont résisté à l'épreuve du temps, qui ont été conservés, qui ont été sauvés des incendies, etc. Notamment, vous savez, la bibliothèque d'Alexandrie, tout ça, ce genre de choses. Enfin, un livre, c'est pas facile de le conserver pendant 2000 ans, quoi. Donc, qui sait les livres qui resteront dans le futur, sachant que même les disques durs, ça dure pas éternellement. Voilà. L'entropie est comme ça. C'est pas facile de conserver des choses pendant très longtemps. Donc, qui sait les histoires qui resteront après? Ça se trouve, ce sera Star Wars qui sera le must de l'Antiquité de 2020. On sait pas. Donc, c'est important aussi de se rappeler que la culture populaire et contemporaine, c'est aussi de la culture. J'avais trouvé ça chouette, et notamment la région en forme de cœur sur Pluton, toute lisse, faite de glace, qu'on ne s'attendait pas à trouver, puisque si on a une surface toute lisse avec des fissures, ça veut dire qu'il y a une activité à la surface de Pluton, on s'y attendait pas. Et ben on l'a nommé Clyde Tombaugh, puisque c'est le découvreur de Pluton, donc c'est quand même bien de faire ça. Alors sur la Lune, il y a quand même pas mal de cratères. Les cratères en général sont plutôt dans la culture contemporaine, et les découvreurs, etc. Mais c'est vrai que sur les grandes formations comme ça, c'était la première fois qu'on proposait vraiment des éléments de la culture science-fiction, etc. C'était très très intéressant. Alors je sais pas lesquels sont restés, il faudra vérifier. Mais c'est très, très très chouette. Très très chouette. Je sais plus parler, désolé. Le cratère situé près du pôle Nord de Charon chevauche le bord du Mordor Macula. Donc ça s'appelle toujours Mordor Macula, c'est ça. C'est parfait, c'est magnifique. Mordor Macula, Macula, ça doit vouloir dire tâche, j'imagine, je crois. 7 sur 8. Bravo, bravo Xtoff. J'ai mis que ça va être Christophe, quelque chose comme ça, c'est pour ça que ça m'a échappé. On va passer à la manche numéro 3, donc on repasse une manche avec des questions plutôt théoriques. Et pourquoi je suis toujours flou, moi? Elle veut pas me rendre nette, hein, cette caméra, je sais pas pourquoi. Il y a un truc très étrange là-dedans. Peut-être parce que j'ai bougé, je sais pas, c'est très étrange. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle me mette nette? Je sais pas. Du coup, si vous voulez me reconnaître, il faudra enlever vos lunettes. Voilà, comme ça vous verrez comme vous voyez comme me voient les myopes. Voilà, c'est très bien. Allez, on va passer aux galaxies et après, donc questions sur les galaxies, et après on repassera à une question bestiaire, à une série de questions bestiaires comme on a fait tout à l'heure. On plisse les yeux. Il y a un astre sur lequel ils ont nommé des cratères avec dans de la culture de dessins animés genre Cendrillon. Je me rappelle plus quel astre. Ah je ne sais pas. Écoute, si t'as l'info, ça m'intéresse. Allez, on passe à la question 3.1. Pourquoi la Voie lactée forme-t-elle une bande dans le ciel? Je vous mets le stropole ici. Hop. Cette question-là n'est pas trop dure, je pense. Parce que la Voie lactée est une galaxie barrée, parce que la Voie lactée est déformée, parce qu'on la voit par la tranche, ou parce qu'on ne voit pas toutes ces étoiles. À vous de me dire, dans le stropole, ce que vous en pensez. Cette question-là n'est pas très difficile. Je vois que les gens sont assez confiants. Alors, est-ce qu'ils ont raison? Je ne sais pas, on verra. Alors, si tu veux voter, Mfouf, il faut que tu cliques sur le lien Stropole qui est juste au-dessus de ton message et tu pourras voter. Et la réponse 5 n'existe pas. Mais je salue la tentative d'humour. Elle est mal barrée avec tous les humains. Attends, ça se trouve, il y a des gens qui font pire que nous à l'autre bout de la galaxie et tu le sais pas. Alors, ça se trouve, on est les plus réglo de la galaxie, hein. On sait pas. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que personne nous parle. Ou alors on est les pires et c'est peut-être pour ça que personne nous parle. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Alors, je pense que tout le monde est à peu près d'accord. On voit la galaxie par la tranche. Nous sommes dedans, et comme des olives sur une pizza, eh bien, on voit un trait de fromage tout autour de nous, alors que le pizzaiolo voit un disque. C'est tout à fait normal. On voit effectivement pas toutes les étoiles de la galaxie, mais c'est pas pour ça qu'on voit une barre. Peut-être qu'on est tous trop loin. Effectivement, hein, la première émission radio qu'on a émise, c'était en 1920, les premiers tests d'ondes radio. Et donc, au-delà de 100 années-lumière du Soleil, l'humanité n'est pas détectable par ondes radio.
Donc on appelle ça la bulle radio, la sphère radio. Bah, si on est trop loin des autres, on ne peut pas encore les entendre. Et sans années-lumière, c'est quand même pas grand-chose. Hein. Puis ça se trouve, ils n'utilisent plus les ondes radio depuis très longtemps et on est has-been avec nos antennes et on ne peut pas les entendre. Donc il y a plein de raisons d'expliquer, plein de raisons qui expliquent pourquoi on n'arrive pas à trouver des gens. On appelle ça des grands filtres. Il y a plusieurs raisons possibles. Quand vous voyez dans les journaux, ah ça y est, on le sait, c'est parce que les humains vont bousiller la planète. Oui, c'est une possibilité. Mais ça se trouve, d'autres civilisations l'ont déjà fait et s'en sont remises. On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a plein de raisons possibles. Ça peut être aussi que tout le monde a peur de tout le monde. Les distances sont tellement grandes, c'est tellement difficile de communiquer qu'on ne peut pas savoir si l'autre en face est bienveillant, donc on préfère lui tirer dessus pour s'assurer qu'il ne le fasse pas lui-même. Alors peut-être que du coup, ceux qui savent ont peur de parler pour pas se faire tirer dessus. Peut-être que c'est pour ça que personne ne se parle, on ne sait pas. Et nous, on est un petit peu bête, alors on dit hey, bonjour, on est là, venez me tirer dessus. Voilà, il y a des romans de science-fiction qui parlent de ça. Notamment le problème à trois corps hein, de Liu Cixin qui est très très bien. Oui, au bout de 100 années-lumière, il n'y a plus grand-chose comme signal, c'est vrai, le signal est plus très très puissant. Alors non seulement le signal c'est « Allô, allô, tu me reçois ?» mais en plus c'est « Tu me reçois ?» C'est pas génial. C'est vrai. Alors, on passe à la question 3.2, messieurs, dames, mesdames, messieurs. Hop, je crée le poll. Alors, question 3.2. Quels sont les 3 seuls objets visibles à l'œil nu qui ne font pas partie de la Voie lactée? Alors, je vous vois venir, hein, visible à l'œil nu depuis la Terre, hein, pas depuis la galaxie d'Andromède. Hein, d'accord? Vous ne faites pas la blague de dire « Oh, mais non, mais moi, en fait, je me plaçais pas sur la... » Non, non, c'est depuis la Terre. Alors, est-ce que c'est l'amas des Pléiades, la galaxie d'Andromède et la galaxie du Triangle? Est-ce que c'est la nébuleuse d'Orion, l'amas d'Hercule et la galaxie du Sombrero? Ou est-ce que c'est... Alors c'est la réponse 3, il y a 2 fois 2, mais c'est la réponse 3. La galaxie d'Andromède, le petit nuage de Magellan ou le grand nuage de Magellan. De quel trio s'agit-il? Donc je répète, hein, c'est 1, 2, 3. Hein. J'ai fait une petite faute de frappe. Alors... Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous êtes déjà demandé, du coup, est-ce qu'on peut voir des galaxies à l'œil nu dans le ciel autre que la Voie lactée? Il y a des gens qui hésitent, je vois, ça monte, 18 votes pour l'instant. La réponse D. La réponse D. La réponse D, c'est l'Enterprise, le Falcon Millennium et le Rocinante de The Expanse. Voilà. Alors, j'ai 19 votes, je pense qu'on commence à arriver au bout. La bonne réponse était la réponse 3. Effectivement, les 3 objets du ciel que l'on voit, enfin de l'univers que l'on voit à l'œil nu et qui ne sont pas dans la Voie lactée, c'est la galaxie d'Andromède, le petit nuage de Magellan et le grand nuage de Magellan. La galaxie d'Andromède est une autre galaxie bien plus grosse que la nôtre, de 500 à 1000 milliards d'étoiles, contrairement à nous qui n'en avons que 100 à 200 milliards d'étoiles. Et ensuite, le petit nuage de Magellan et le grand nuage de Magellan sont des galaxies naines, irrégulières, donc qui n'ont pas spécialement de forme, qui tournent autour de la Voie lactée, satellite donc, et que l'on voit dans l'hémisphère sud de la Terre. Donc c'est normal que vous ne les ayez pas vus si vous n'avez jamais pris l'avion ou le bateau vers là-bas. Et si vous n'êtes jamais allé dans la station spatiale, s'il y a Thomas Pesquet dans le chat, il pourra nous dire. Voilà, et donc tout le reste du ciel fait partie de la Voie lactée. Donc on la voit par la tranche, mais tout ce qu'il y a au-dessus de la tranche et en dessous de la tranche, en fait, en réalité, c'est toutes les étoiles et les nébuleuses et tout ce que vous voulez qui est au-dessus de vous dans la galaxie et en dessous de vous. Et d'ailleurs, si on reculait très vite, c'est ce qu'on peut faire dans un planétarium, on verrait que toutes ces étoiles eh bien, se ratatinent, se rassemblent en fait à mesure que vous reculez dans la tranche de la Voie lactée. Voilà, sauf du coup, sauf la galaxie d'Andromède, le petit nuage de Magellan et le grand nuage de Magellan. Et ils sont magnifiques, nous dit Inès Vidéo, et je suis parfaitement d'accord. Quand je suis allé dans l'hémisphère sud pour la première fois, j'ai été très perturbé puisque je reconnaissais rien du tout. Et ça fait très bizarre. Et apparemment, j'ai eu vent que même les personnes qui ne connaissent pas le ciel trouvaient comme ça vachement bizarre que ce soit pas le même ciel que d'habitude. Donc, mine de rien, même si on n'apprend pas le ciel, le cerveau s'habitue quand même à voir certains motifs dans le ciel et pas d'autres. Et ça peut faire très bizarre, apparemment. Alors, je partage les résultats, enfin je partage le... Ah, pas les résultats, les questions, pardon. Le Stropole. Hop.
La même, j'ai tout perdu. Oui, tout à fait, hein, ça fait très bizarre. Et puis alors, moi, j'ai essayé de chercher la croix du Sud et j'en ai vu plein. C'est laquelle? C'est compliqué, un truc avec 4 étoiles qui fait une croix. Il y en avait plein. Ouais, on a un peu perdu quand même dans l'hémisphère Sud. Et puis, il n'y a pas l'étoile polaire non plus. Donc, pour trouver le pôle Sud, bah, c'est compliqué. Il faut utiliser plusieurs... je crois qu'il faut utiliser le caméléon, je sais plus, enfin, il y a plusieurs constellations qu'on peut utiliser pour retrouver le Sud, mais c'est très compliqué. Alors, question 3.3, qu'a découvert Edwin Hubble? Qu'il existe d'autres galaxies, qu'elles se rapprochent presque toutes de nous, qu'elles s'éloignent presque toutes de nous, ou que la Voie lactée rétrécit. Allez, question pas très compliquée. Hop. Question pas très compliquée. Edwin Hubble était un boxeur à la base. Et il était astronome amateur, et puis il faisait de l'astronomie amateur, mais pas de l'astronomie amateur, juste, pas juste des photos dans son jardin, il faisait carrément de la recherche scientifique dans son, pas dans son jardin, mais dans des observatoires professionnels. C'était de l'astronome amateur bon niveau, quoi. La croix du Sud, tu l'as vite reconnue. Alors, du coup, je sais plus, est-ce que le pôle Sud céleste est près de la croix du Sud, ou est-ce que c'est un faux ami? Je ne me souviens plus. Alors, je vois que nous arrivons au bout. Alors, effectivement, c'est bien qu'il a découvert que toutes les galaxies s'éloignent presque toutes de nous, sauf la galaxie d'Andromède, par exemple, qui se rapproche de nous. Comme on le sait, eh bien, en mesurant leur spectre et en comparant au spectre qu'une galaxie doit avoir selon sa composition en étoiles, on se rend compte que certaines bandes spectrales, notamment par exemple la raie de l'hydrogène qui est émise ou absorbée par l'hydrogène dans le rouge, eh bien, est plus rouge que ce que ça devrait pour la plupart des galaxies. Et ça veut dire qu'en fait les ondes comment dire, sont étirées, en fait, c'est l'effet Doppler, les ondes sont étirées à l'arrière de la galaxie qui s'éloigne et sont rapprochées à l'avant comme un camion de pompier qui s'approche de nous. Les ondes sonores sont ratatinées à l'avant du camion et étirées à l'arrière, ce qui fait qu'on entend plus aigu le camion quand il arrive, quand il repart. Et en astronomie, pour la lumière, aiguë, bah, c'est la lumière bleue, c'est une plus haute fréquence, et grave, c'est la lumière rouge, c'est une plus basse fréquence. Et donc les galaxies qui s'éloignent sont décalées, leur spectre décalé vers le rouge, et pour Andromède qui se rapproche, décalé vers le bleu. Voilà comment il a fait ça. J'ai retrouvé l'astéroïde Ryugu, dont les régions et les cratères portent des noms d'histoire pour enfants. D'accord. Hayabusa 2. Bah c'est bien du coup, c'est bien si on commence à rénover un petit peu le nom des choses. C'est bien. Moi je suis contente, je trouve que c'est une très bonne idée. Et ça permet aussi peut-être de plus facilement s'approcher du public aussi avec des noms qu'ils connaissent. Ça peut être aussi un attracteur pour la curiosité des gens, d'utiliser des références qu'ils connaissent. Allez, question 3.4, j'essaie d'accélérer un petit peu parce qu'on a commencé un peu en retard, mais on est un petit peu en retard aussi. C'est parti. Question 3.4. Qui a découvert la première méthode de mesure de distance des galaxies? En effet, vous savez que pour mesurer la distance de quelque chose, en général, on fait de la triangulation. C'est comme ça que font les géographes, les topologues, je ne sais pas comment ça dit, les gens qui travaillent à l'IGN, par exemple, à l'Institut géographique national. Vous les voyez souvent avec des théodolites dans la rue ou dans la campagne. C'est des espèces de trépieds jaunes avec un instrument bizarre dessus. Ils regardent dedans, tout ça. Eh bien, ils se mettent en deux points différents. Ils mesurent comment dire, ils freinent un triangle comme ça, puis avec les règles de la trigonométrie, on peut avoir la distance à l'objet. Si on prend la taille apparente de l'objet, la taille qu'il a en réalité, et la distance, ou alors si on se met à deux endroits différents pour voir l'objet sous deux angles différents, ça s'appelle la parallaxe, eh bien on peut mesurer cet angle et en déduire la distance. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on mesure les choses qui sont assez proches. Mais pour les galaxies, c'est plus compliqué parce que faire une parallaxe pour une galaxie, c'est-à-dire voir la galaxie sous deux angles différents, eh ben, ça prend plusieurs millions d'années. Il faut attendre que notre galaxie se bouge. C'est très long. Ou attendre que le Soleil tourne autour de la galaxie, ça prend 250 millions d'années. C'est un peu compliqué. Donc il fallait trouver une méthode qui marche autrement. Qui l'a fait? Est-ce que c'est Edwin Hubble? Est-ce que c'est Albert Einstein? Est-ce que c'est Henrietta Swan-Leavitt? Ou est-ce que c'est Caroline Herschel? Et je vous ai donné le truc, donc c'est bon, vous pouvez voter. Hop. Qui a fait ça? Alors, Edwin Hubble a il a eu besoin des distances pour mesurer la vitesse d'éloignement des galaxies. Pour savoir que plus elles sont loin, plus elles s'éloignent vite, il a fallu qu'il ait la distance. Mais est-ce que c'est lui qui a trouvé comment faire ou pas? C'est toute la question.
Est-ce qu'il s'est fait aider du monsieur qui tire la langue et qui a les cheveux en pétard? Est-ce qu'il s'est fait aider de Henrietta Swan Leavitt ou de Caroline Herschel? À vous de me dire. Alors, je vais donner la réponse. Il s'agit d'Henrietta Swan Leavitt et on a Xtuff qui dit qu'il n'en a pas la moindre idée, mais ce n'est pas de ta faute, puisque vous savez que dans le fonctionnement de la science, eh bien souvent, c'est pas forcément la personne qui a fait la découverte qui est retenue. Ça peut être souvent le chef d'équipe, ou il y a des pressions politiques dans la recherche, donc parfois c'est les étudiants qui sont passés à la trappe, des choses comme ça. Et souvent dans l'histoire, ça a été les femmes astronomes qui ont été en fait éclipsées par des hommes. Et si vous regardez sur Wikipédia, vous tapez femmes astronomes, vous avez une liste longue comme le bras de femmes astronomes qui ne sont pas très publicisées, mais qui ont fait des choses extrêmement importantes. Et par exemple, Henrietta Swan Leavitt a découvert l'existence d'étoiles variables qu'on appelle des céphéides, dans la constellation de Céphée, et elle les a bien étudiées et a pu trouver des étoiles totalement semblables, donc qui fonctionnent pareil, qui varient de la même façon pour les mêmes raisons, dans d'autres galaxies. Et en comparant du coup la lumière apparente de ces étoiles et la lumière qu'elles devraient avoir si on est juste à côté, puisque comme elle savait comment fonctionnaient ces étoiles, elle pouvait calculer la lumière qu'elle devait avoir intrinsèquement, et bien avec la lumière apparente et intrinsèque, elle pouvait savoir à quelle distance se trouvaient les galaxies. Et c'est grâce à ça c'est grâce à son travail que Edwin Hubble a pu faire son travail à lui. Et c'est vrai qu'on parle tout le temps de Hubble, mais jamais d'Henrietta Swan Leavitt. Voilà, je suis les céphéides, tout à fait. Hubble déclara souvent que Leavitt méritait le prix Nobel pour son travail. Et bien, il fallait écouter Hubble, parce qu'il avait raison, mais malheureusement, l'existence d'Henrietta Swan Leavitt, je l'ai appris que sur le tard, parce que c'est pas très publicisé. Donc, si vous voulez faire une bonne action pour les femmes dans les sciences, eh bien, vous allez prendre la liste des femmes astronomes, et puis vous en piochez une, et puis vous vous renseignez, et puis vous en parlez. Voilà. Et on apprend des trucs super chouettes. Et Caroline Herschel, c'était la femme de William Herschel, et qui a travaillé beaucoup sur les catalogues d'étoiles et les amas d'étoiles. Voilà, alors que son mari a découvert Uranus. Allez, 3.5, c'est parti. Et quel est le type de galaxie de la Voie lactée? Est-ce que c'est une galaxie elliptique? Est-ce que c'est une spirale barrée? Est-ce que c'est une galaxie irrégulière? Ou une galaxie naine? À vous de jouer, je vous donne le stropole dans quelques instants. Hop, partagez. J'ai 2 écrans, mais il me faudrait 4 en fait. Mais effectivement, Henrietta Swan Leavitt mériterait le prix Nobel posthume parce que vraiment, c'est mesurer la distance en astronomie, c'est un problème très compliqué. Il y a encore plein de distances qu'on ne sait pas bien mesurer. Et c'était vraiment un exploit d'avoir réussi ça. Je suis parfaitement d'accord avec Monsieur Hubble. Voilà. Alors, on a beaucoup de gens qui ont voté pour la réponse 2. Ont-ils raison? Je ne sais pas. Hop. De toute façon, le Nobel dans son principe est totalement dépassé. Maintenant, on ne veut plus rien dire. Oui. Et puis le Nobel a été donné à des gens un peu chelous quand même. L'inventeur de la lobotomie a le prix Nobel, je rappelle. Donc bon, c'est pas sans sas. Disons que dans l'histoire, il y a eu des Nobel un peu chelous. Alors, effectivement, c'est la réponse 2. La Voie lactée est une galaxie spirale barrée. Comment on le sait? Eh bien, c'est en mesurant la vitesse des étoiles autour de la galaxie. Donc leur mouvement propre, déduit du mouvement du Soleil, tout simplement. Et déduit aussi, pour certaines, de leur mouvement autour de la Voie lactée. Il y a aussi la composition des étoiles, qui fait qu'elles viennent de certaines zones de la galaxie ou pas, etc. C'est comme ça qu'on peut aussi savoir si ce sont des galaxies naines qui sont en train de se faire manger par la Voie lactée, notamment la galaxie du Sagittaire, que l'on ne peut pas bien voir à l'œil nu, bien sûr. Mais quand on mesure la vitesse de certaines étoiles dans le Sagittaire, on se rend compte qu'il y en a plein qui ont le même genre de caractéristiques et qui viennent en fait d'ailleurs. Avec ce genre de technique, on peut savoir quelle forme a la Voie lactée. On sait qu'elle est spirale et qu'elle a une barre au centre. Galaxie irrégulière ou naine, eh c'est les nuages de Magellan par exemple. Et une galaxie elliptique, j'en ai pas en tête. Mais ce sont en général des galaxies spirales qui ont collisionné et qui se sont totalement déformées au point de ne plus avoir de forme et de faire une énorme sphère. Voilà. Donc ce sont des galaxies en général plus âgées dans lesquelles on trouve moins de nuages de gaz et de poussière à l'intérieur qui ont été bien sûr consommés depuis.
Et voilà, donc c'est Hubble qui a trié ces galaxies pour la première fois, et nous avons Adrien qui vous donne des infos là-dessus. Les bras ne partent pas du centre, mais du bord d'une barre centrale, tout à fait. Et parfois, les galaxies ont plusieurs spirales imbriquées, plusieurs barres, etc. Donc il y a plein de formes aussi assez étranges, il y a plusieurs sous-types après. C'est pas vraiment mon domaine, mais vous pouvez vous renseigner sur la page que vous a donnée Adrien. Quand on fait de la médiation, on doit savoir un peu de tout sur tout, mais c'est vrai que moi j'étais plus spécialisé sur les étoiles, les catalogues d'étoiles et le système solaire. Et tout ce qu'il y a dans notre galaxie, par contre en dehors, c'est vrai que c'était pas trop mon domaine. L'astronomie est vaste. Allez, nouvelle question, question 3.6. Pourquoi ne voit-on des nébuleuses que le long des bras spiraux de la galaxie? Effectivement, on les voit quand même préférentiellement dans ces zones-là. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils se rassemblent au passage de l'onde de densité? Donc, les étoiles tournent autour de la Voie lactée, elles ont une masse, elles se perturbent de façon gravitationnelle, elles orbitent sur des ellipses, et du coup, ça crée des ondes spirales voilà, qui se déplacent autour de la galaxie. Ou alors, est-ce qu'ils sont partout, mais on les voit grâce aux étoiles, c'est-à-dire que quand un nuage noir est devant les étoiles, eh bien, ça masque les étoiles qui sont derrière, et c'est pour ça qu'on le voit. Alors, à votre avis, est-ce que c'est un problème d'illusion, enfin, est-ce que c'est un problème d'optique, ou est-ce que c'est un problème de gravité? Allez-y, je vous écoute. Je mets les résultats. Ah ah. Oui, l'onde de densité, c'est ce qui crée la spirale, tout à fait. Alors, vous allez trouver, je ne sais plus sur quelle page Wikipédia, mais il y a une page qui explique l'hypothèse en vogue pour les bras spiraux, donc l'onde de densité, due à la rotation autour de la galaxie, de tout ce qui tourne autour. Il y a des modèles qui montrent que ça marche comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus. Peut-être que, Adrien, tu peux trouver la référence. Je sais plus comment... L'hypothèse... Je sais plus, l'hypothèse des ondes de densité. Je sais plus comment ça s'appelle, cette hypothèse. Alors, effectivement, c'est la première réponse. C'est au passage de l'onde que les nuages se rassemblent et finissent par s'effondrer. Et ensuite, les étoiles s'éloignent petit à petit du gaz. Et c'est toujours du même côté que ça se passe. Et vous avez... sur la page Wikipédia des galaxies spirales, vous avez une petite animation qui vous montre le mouvement de tout ceci entre l'onde, le gaz et les étoiles, qui n'ont pas tout à fait la même vitesse, et c'est pour ça que les galaxies ont la forme qu'elles ont, avec des nuages noirs le long des bras et des amas d'étoiles qui s'en séparent petit à petit, parce qu'elles n'ont pas la même vitesse que le gaz dans la spirale. La solution de ce problème a été proposée en 1964 par Lin et Xu. Les bras spiraux sont des ondes de densité, ce ne sont pas des bras matériels. Les étoiles et le gaz interstellaire rentrent et sortent des bras spiraux pendant leur rotation autour du centre. C'est un peu comme un accordéon de voiture après un accident. L'accident n'est plus là, mais il se propage quand même une onde de ralentissement et d'accélération dans la file de voiture. Et donc, c'est pas physiquement un accident qui fait l'onde, mais c'est vraiment une conséquence du fait que les voitures sont là et qu'elles ont eu besoin de ralentir, qui se propagent en fait. Voilà. 3.7, je sais pas si je suis très clair dans ce que je raconte, mais c'est pas facile à expliquer rapidement, donc j'espère que vous ne m'en voulez pas. Hop, 1, 2, 3, 4. Question 3.7, comment a-t-on fait l'hypothèse de l'existence de la matière noire? Est-ce que c'est parce que certaines étoiles étaient plus obscurcies que prévu? Est-ce que... J'ai plusieurs choses à la fois. Est-ce que c'est parce que la révolution des étoiles ne respecte pas les lois de Kepler, ou est-ce que c'est parce que les nébuleuses obscures sont plus massives que prévu? Bel exemple pour l'onde, bah merci. C'est vrai qu'on se demande souvent dans les bouchons, mais pourquoi est-ce que les gens ralentissent alors qu'il n'y a plus rien? Eh ben, ils n'ont pas le choix, c'est juste qu'il faut que le temps que l'onde s'atténue en amplitude. Et ça prend un certain temps. Si on n'avait que des voitures automatiques, ce qui fait peur aux gens, mais en fait, ce serait beaucoup plus sécurisé, puisque il peut y avoir un bug dans le programme, mais sauf qu'il y a un seul programme, tandis que les gens, ils ont tous un programme individuel, alors ils sont parfois fatigués, parfois ils ont trop bu, parfois ils ont trop d'ego, etc. Et bah du coup, si c'était un programme, on pourrait dire aux voitures, hop, stop, on s'arrête, et on repart tous ensemble, et du coup ça stopperait l'onde une fois pour toutes. Mais comme c'est des humains qui conduisent, eh ben, on peut pas communiquer entre nous pour dire, attendez, arrêtez-vous tous, on repart. Ça c'est pas possible, c'est compliqué. Mais voilà, si on pouvait faire ça, et ça s'arrêterait. Mais c'est pas le cas. On appelle ça, je crois, une intersection
fantôme ou un carrefour fantôme, je sais plus, quelque chose comme ça. Ok, j'accélère un petit peu. Donc la réponse, c'était la réponse 2. En effet, si vous suivez les lois de Kepler, la période de révolution T au carré, en fait, ça vous permet de trouver le demi-grand axe, donc le demi-grand axe de l'hélice, grosso modo la distance entre la planète et son soleil, par exemple, facilement, puisque le demi-grand axe au cube sur la période au carré est égal à une constante, ce qui veut dire aussi que plus une planète est proche de son étoile, plus elle tourne vite autour, et plus elle est loin, moins elle tourne vite. C'est pareil pour un satellite autour de la Terre, c'est le même principe. La station spatiale internationale tourne à 28 000 km/h à 400 km d'altitude, sinon elle tomberait. Et par contre, à 36 000 km d'altitude, on tourne en 24 heures autour de la Terre, à la même vitesse que la Terre sur elle-même. C'est pour ça qu'on est toujours au-dessus du même point. Et par contre, pour les galaxies, on s'est rendu compte que les lois de Kepler, ça allait à peu près, je sais pas, jusqu'à la moitié du rayon de la galaxie. Puis après, la vitesse ne décroissait plus. Ça devenait un trait, quoi. Ça devenait la même vitesse pour tout le monde. Et pour expliquer ça, il fallait expliquer qu'il y avait de la masse en plus à certains endroits de la galaxie pour contrecarrer la loi de Kepler. Et cette masse en plus, on a imaginé que c'était la matière noire. Et pour l'instant, ça semble se vérifier. Peut-être qu'on s'est trompé, peut-être qu'on n'a rien compris au-delà de la physique, mais pour l'instant, partout où elle est censée intervenir, ça fonctionne parfaitement selon les prédictions. On n'a pas encore découvert pour parler de la matière noire, mais pour l'instant, son existence a l'air d'expliquer beaucoup de choses. Donc, à voir, tenez-vous au courant, mais pour l'instant, ça a l'air assez solide quand même. Alors, il y a eu d'autres hypothèses, comme ça, de matière exotique, comme l'éther. On pensait que la lumière se déplaçait en faisant des vagues dans l'éther, mais en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas besoin de matière pour que la lumière se déplace. Et donc, on a abandonné l'éther, mais c'était quand même beaucoup moins solide comme hypothèse que la matière noire. Donc, la matière noire, je pense qu'elle devrait rester assez longtemps. C'est parti pour un nouveau Stropole pour la dernière question de cette manche. Quelles sont les dimensions de la Voie lactée ? La Voie lactée, vous savez, c'est un disque de matière, mais est-ce qu'il est épais? Est-ce qu'il est large? Est-ce que c'est 3000 fois 3000 années-lumière? Une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en une année, soit 10 000 milliards de kilomètres. La plus proche étoile, Alpha du Centaure, étant à 4,2 années-lumière. Donc 42 000 milliards de kilomètres, pour vous donner un ordre d'idée. Est-ce que la galaxie, qui comporte 200 milliards d'étoiles, fait 3000 fois 3000 années-lumière, 1 million d'années-lumière fois 2000 années-lumière, ou encore 400 000 années-lumière fois 10 000 années-lumière, ou encore 100 000 années-lumière fois 1000 années-lumière? À vous de me dire. Donc vous avez différentes épaisseurs, différentes largeurs que je vous ai mis. À vous de me dire si c'est plus genre ballon de rugby ou œuf sur le plat. Je vous écoute. Et non, on ne peut pas corriger, c'est dommage. On compte les blobs estimés de matière noire de part et d'autre. Alors non, là je parle de la matière baryonique, la matière faite de particules normales, quoi. Celle qui fait de la lumière ou qui empêche la lumière de passer. Mais pas la matière exotique, genre la matière noire qui est invisible et transparente et tout ce que vous voulez. Non, pas ça. Je te vois venir, Inès Vidéo, je te vois venir. Otumto, tu peux pas corriger, mais tu pourras corriger après coup. Tu pourras t'accorder le point quand même. T'inquiète pas. Allez, on se dépêche puisque je voudrais quand même qu'on puisse finir. Ce serait chouette que vous ayez tout. Alors, c'était bien la réponse 4. 100 000 années-lumière de diamètre et 1000 années-lumière d'épaisseur. Donc c'est vraiment pas très épais. On passe, je crois, à 3000 années-lumière d'épaisseur pour le bulbe galactique, qui est un peu plus épais. C'est le jaune d'œuf en fait. Par contre, pour les galaxies elliptiques, eh bien, c'est beaucoup plus épais puisque c'est des boules en fait, des grosses boules d'étoiles. Alors ça, c'est la partie, le disque de la galaxie. Yannis Vidéo m'a mis une petite colle avec la matière noire, mais je peux vous en mettre une deuxième, puisqu'effectivement, il y a le halo de la galaxie qui est très peu dense et qui du coup est sphérique, et qui s'est formé juste après le bulbe, c'est là qu'il y a les amas globulaires. Mais en général, on ne compte pas quand on caractérise une galaxie, puisque c'est vraiment très peu dense. Et d'ailleurs, il faut regarder en infrarouge, d'ailleurs, pour le détecter, puisque c'est des très vieilles étoiles qui émettent principalement de l'infrarouge, et elles sont très peu nombreuses. Donc bon, en général, on dit que la galaxie, c'est un disque tout plat. Allez, dites-moi vos scores sur 8, s'il vous plaît, pour cette manche. Adrien, je sais que nous avons fini la séance. Si tu veux faire une pause, vas-y. Moi, ça ne me dérange pas de finir avec les gens.
c'est toi qui vois. Moi, je pense que je vais. Bon, il reste 8 questions, je pense que je vais les faire. Voilà, tu me dis, hein, c'est comme tu le sens. Moi, je vais rester pour faire les 8 questions parce que ça me fait plaisir, mais normalement, normalement on devrait couper. Mais comme vous nous adorez, eh ben, moi, je propose que je fasse les 8 dernières questions. Ok, ça marche. Merci, Adrien. Mais vraiment, enfin, fais comme tu le sens, hein. Moi, c'est vraiment durable. Là. Maintenant, ça va vraiment être du bonus. Euh, mais on est censé s'arrêter. Mais à chaque fois, les gens disent non, on veut pas, on veut pas. Alors bon, bah du coup, j'ai un petit peu de mal à arrêter après ça, quoi. Les planétomes me manquent. Voilà, j'en étais sûr, j'en étais sûr. Et on a quand même des bonnes réponses là, 7 sur 8, 8 sur 8. Merci pour vous et ce temps bonus. C'est vrai qu'en plus en confinement, c'est un petit peu difficile d'être tout le temps chez soi. Moi, ça me fait plaisir aussi de faire des lives. Donc je le fais à la fois pour le travail, mais à la fois pour me faire plaisir. Et c'est vrai que en général, je suis en général assez frustré s'il reste une question qu'on n'a pas eu le temps de faire. Donc si vous voulez les faire, eh bien, moi je suis partante. Voilà. Allez, on se dépêche par contre, on essaie de ça dure pas trop longtemps. C'est parti. Question numéro 4.1. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est la nébuleuse de l'œuf au plat? Est-ce que c'est la nébuleuse de l'œil de chat? Est-ce que c'est la nébuleuse de la roue ou est-ce que c'est la nébuleuse de l'hélice? Un quiz pour enfants, oui, c'est tout à fait envisageable. Plutôt le mercredi, pour la séance du mercredi à 16 h. Je vais en toucher 2 mots à Pierre avec qui je fais ces séances du mercredi. On verra ensemble. Et pourquoi je suis flou? C'est vraiment bizarre cette affaire. Peut-être que c'est le logiciel que j'utilise qui accepte pas ma caméra. Ah, c'est bon, ça y est, ça s'est remis. D'après certaines sources, la Voie lactée s'étendrait sur 5200 années-lumière. Effectivement, si tu prends en compte la matière noire, le gaz, le halo, ça peut partir très très loin. D'ailleurs, la galaxie d'Andromède, quand vous la regardez aux jumelles, vous la voyez assez grande, mais en fait, elle fait 1,5 fois la pleine lune. Et comme le bord est très peu lumineux, on ne s'en rend pas compte. Alors, ça donne quoi? Du coup, j'ai pas regardé les résultats, pardon, excusez-moi, comme ça vous n'avez pas été biaisé cette fois-ci. Alors, c'est donc la nébuleuse de l'hélice. Alors, Adrien, je ne sais pas pourquoi elle s'appelle l'hélice, mais je crois que tu as donné le lien un peu plus haut dans le chat. La nébuleuse de l'œil de chat existe, par contre, le faux plat et la roue sont des inventions de Camille, ici présente. Voilà, j'espère qu'elles vous ont plu. Je me plante à chaque fois. Mais du coup, t'apprends, c'est ça qui compte. C'est pas comme sur un Trivial Poursuite où on est frustré parce que les autres gagnent des points. Là, c'est vraiment... avec toutes les blagues qu'il y a, j'ai fait exprès que ce soit pas non plus trop sérieux pour qu'on soit pas trop frustré de ne pas avoir trouvé. Voilà. Alors, je fais partager. J'ai copié le lien et je vous lis la question. Allez. Question... Ah, attendez. Bah, ici, voilà. Question 4.2. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est la nébuleuse du homard? Est-ce que c'est la nébuleuse du crabe? Est-ce que c'est la nébuleuse de la crevette? Ou la nébuleuse de l'araignée de mer? Alors, si vous ne la connaissez pas, vous êtes complètement paumé. Si vous la connaissez, normalement, vous rigolez très fort, je pense. Bon, bah, du coup, j'en déduis que beaucoup de gens rigolent très fort. Alors attention, je rappelle le biais de conformation, hein, vous voyez les résultats en direct, mais c'est pas parce que tout le monde vote la même réponse qu'ils ont forcément raison. Attention à ne pas voter comme les autres par automatisme. Peut-être qu'ils ont faux, peut-être pas. Il existe une galaxie de la roue de chariot, d'accord. Parfait. Ah, Adrien nous donne un indice 1054. Ah, ah. Allez, je donne la réponse. C'est la nébuleuse du crabe, qui est un résidu de supernova. Tout à l'heure, on avait vu des résidus d'étoiles comme le Soleil, jusqu'à 8 fois la masse du Soleil, qui font des nébuleuses planétaires avec un cœur de naine blanche au milieu. Elles n'ont simplement pas réussi à retenir leur enveloppe parce qu'elles n'étaient pas assez massives quand elles se sont étendues en géantes rouges. Et dans le cas des supernovas, eh bien, elles sont assez massives pour rattraper l'enveloppe qui s'effondre sur le cœur. Et puis, le cœur chauffe, passe à la fusion supérieure, donc les atomes de plus en plus lourds. Et arrivé au fer, eh bien, le fer ne peut pas fusionner sans apporter l'énergie supplémentaire que l'étoile n'a pas. Et du coup, l'étoile qui s'étend en supergéante rouge s'effondre sur le cœur et rebondit dessus violemment comme une éponge qu'on aurait trop pressée.
et fait une supernova. Et c'est dans l'explosion que l'énergie supplémentaire est obtenue pour fusionner du fer. C'est comme ça qu'on obtient de l'uranium, de l'or, etc. Et forcément, bah, c'est un peu plus dégueu qu'une étoile qui s'étend, et ça donne une nébuleuse déchiquetée comme celle-ci, et non pas une belle nébuleuse toute ronde comme la nébuleuse de l'hélice qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, c'était une très longue phrase, mais j'espère que toute l'information y était. Et comme dit Adrien, 1054, c'est l'époque à laquelle les Chinois ont repéré la supernova pendant plusieurs semaines, même en plein jour, qui a donné lieu à cette nébuleuse. On a pu recouper les cartes pour se rendre compte que c'est bien de cette nébuleuse dont il s'agit. Probablement d'autres civilisations l'ont vu, mais l'ont peut-être pas noté dans leur catalogue. Ils en parlent souvent au Kala. Ah, tu es du Kala, c'est pour ça qu'il y a marqué Kala, d'accord. Kala, le club astronomie Lyon-Ampère, qui est au-dessus du planétarium. Te vois en velin. Allez, question 3.3. Donc, voilà, vous voyez, ces questions-là sont assez rapides, donc ça ne va pas prendre trop de temps. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la nébuleuse monophide, la nébuleuse bifide, la nébuleuse trifide ou la nébuleuse quadrifide? Pareil, ceux qui connaissent doivent se marrer. J'aime bien les jeux de mots. Ça m'amuse beaucoup. J'espère que vous aussi. Et j'ai fait ces questions un petit peu à la va-vite. Il fallait vraiment que je me dépêche. Donc j'espère que ça vous plaît. Alors, qu'est-ce que ça dit? Très sympa la fausse sur la nébuleuse du crabe, bravo Camille. Merci. Et Adrien t'en a donné un petit peu plus aussi dans Wikipédia. Adrien, c'est un indice piégeux que tu donnes. Alors, regardez bien l'image. Est-ce que c'est monophide? Est-ce que c'est bifide? Est-ce que c'est trifide? Ou est-ce que c'est quadrifide? Regardez bien l'image et demandez ce que ça peut vouloir dire fide et la quantité qui est devant. Oui, mauvais indice, c'est ça. C'est plutôt M8. Et bifide active. Oui, mais non, parce que si c'était le cas, il y aurait un dessin d'intestin avec la nébuleuse qui passe dedans. Et les intestins sont d'abord rouges, après ils deviennent verts parce qu'on va mieux, tu sais. Vive le yaourt. Alors, la bonne réponse était la nébuleuse trifide, parce qu'elle a 3 lobes. Bon, en réalité, il y en a un quatrième tout petit, mais quand on l'a nommé, on n'en voyait que 3 avec les télescopes qu'on avait. C'est une nébuleuse intéressante, puisqu'à l'intérieur, il y a des parties qui sont des nébuleuses d'émission. Alors, avec ce code couleur-là, je ne suis pas sûr de bien trop savoir. Mais il y a aussi des parties qui sont... ah ben si, on voit très bien en fait. La partie du bas, là où il y a la partie trifide, c'est une nébuleuse d'émission. On a un amas d'étoiles au milieu qui va casser les molécules et les atomes de la nébuleuse, qui va les faire rayonner une fois qu'ils retrouvent leurs électrons. Donc les atomes, quand ils retrouvent leurs électrons, va les faire rayonner en bleu pour l'oxygène, en rouge pour le soufre et en rouge également pour l'hydrogène, qu'on a décalé dans le canal vert de l'image pour pour que ce soit plus pratique. Et donc c'est ça qui va rayonner en jaune sur l'image. Voilà, donc en orange là c'est le soufre, en jaune c'est l'hydrogène et en bleu c'est l'oxygène. On a pris ces 3 filtres colorés qu'on a décalés sur ces canaux colorés de l'image, mais on aurait pu en prendre d'autres pour voir d'autres éléments. C'est pour ça que quand vous voyez une image astronomique comme ça, il faut d'abord se demander comment elle a été faite et comment sont classées les couleurs. Il n'existe pas de vraies couleurs, il n'existe que des couleurs cohérentes selon ce qu'on veut mettre en évidence. Et si on prend des vraies couleurs, ben en général c'est tout blanc parce que l'œil humain a beaucoup de mal à voir les couleurs quand c'est pas très lumineux. Voilà. Mais entre le soufre et l'hydrogène, il y a 2 nanomètres d'écart. Donc entre rouge et rouge, on est obligé de faire une ristourne et de décaler l'hydrogène dans le vert. Voilà. Et au-dessus de la nébuleuse, vous avez une étoile qui a été rosie par un des filtres, justement, à force de mettre des filtres, bah, il y a des étoiles qui sont plus bleues, qui se retrouvent être roses, voilà, c'est comme ça. Et du coup, elle éclaire en fait la nébuleuse derrière en rose. Et là, c'est une nébuleuse par réflexion pour le coup. Voilà. Mais normalement, c'est pas rose, ça doit être bleu probablement. La vraie couleur de ce truc-là. Parce que l'étoile doit être probablement bleue. Allez, on passe à la suite. Question 4.4. Est-ce que c'est la nébuleuse du Pélican? Est-ce que c'est la nébuleuse de la Tarentule? Est-ce que c'est la nébuleuse d'Orion ou la nébuleuse de l'Aigle? Et là, du coup, l'indice d'Adrien est totalement valable. Tout à l'heure, c'est M8 qu'il aurait dû dire, mais là, M16, par contre, ça fonctionne très bien. Je crée le pôle. En fait, il faut que je crée le pôle pendant que j'explique la question. Pour gagner du temps, j'y penserai la prochaine fois.
Ah, c'était M20, pas M8, bah, je me suis trompé, du coup c'était M20. M20 nébuleuse Trifid qui est dans le Sagittaire, et il y a plein de nébuleuses à cet endroit-là, puisque dans le ciel, bah, c'est ce qu'il y a derrière moi, sur mon écran, derrière là, c'est le centre galactique, donc vous allez voir plein de nébuleuses, puisque vous allez voir tous les bras spiraux de la galaxie, avec leur nuage de gaz qui sont ratatinés dans, dans un seul et même plan, dans une seule et même scène en fait, et donc vous voyez tout, comme si c'était sur le même plan, et donc vous voyez pas mal de nébuleuses. C'est rigolo à faire avec un petit télescope ou avec des grosses jumelles, c'est très agréable. Alors, Pélican, Tarentule, Orion, Aigle, dites-moi tout. Alors, je vois que tout le monde répond à la nébuleuse de l'Aigle. Bravo à celles et ceux qui ont répondu juste. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle la nébuleuse de l'Aigle, mais vous pouvez reconnaître au centre de la nébuleuse une espèce de... Ah, c'est peut-être pour ça. Une espèce de serre d'aigle, en fait, avec des crochets, là. Et on en voit trois, on voit trois griffes. Et ces trois griffes, ce sont ce qu'on appelle les piliers de la création. Une photo de Hubble très connue. Donc là, c'est vu de plus loin, mais Hubble avait fait un zoom. Alors, le code couleur pour Hubble, c'était le même que tout à l'heure. Oxygène bleu, hydrogène vert, soufre rouge. C'est pour ça que vous avez référence peut-être d'une image plutôt bleu-vert. Et là, par contre, c'est un autre code couleur qu'on a pris. C'est rouge-vert-bleu. Les couleurs rouge, vert, bleu, les couleurs naturelles en fait exagérées, avec les étoiles du coup bleues qui apparaissent en bleu, l'hydrogène qui apparaît en rouge, et les étoiles jaunes qui apparaissent en jaune. Voilà. Mais ce sont des couleurs, on va dire, naturelles de l'œil qui ont été exagérées, parce que l'hydrogène rayonne en rouge, mais dans une toute petite bande de rouge, donc il faut l'exagérer un peu pour qu'on puisse le voir. Sinon ce serait tout blanc. Et donc c'est la nébuleuse de l'Aigle. Les piliers sont là. Salut Chrysochas. Chrysochas. Allez, 4.5. Et on a presque fini. 4.5. Qu'est-ce que c'est? On passe aux amas d'étoiles. Est-ce que c'est l'amas de l'oie sauvage? Est-ce que c'est l'amas du pigeon sauvage? Est-ce que c'est l'amas du coq sauvage? Ou est-ce que c'est l'amas du canard sauvage? Et là, Adrien peut peut-être nous donner un indice également, s'il le souhaite. C'est toujours pour l'instant des objets de Monsieur Charles Messier. Vous pouvez voir avec votre petite jumelle, vos petits télescopes, enfin vos gros jumelles et vos petits télescopes. Je vous laisse voter. Est-ce que c'est une oie sauvage? Est-ce que c'est un pigeon sauvage? Est-ce que c'est un coq sauvage? Ou est-ce que c'est un canard sauvage? Je me suis bien amusé pour cette question. Oui, M11, tout à fait. Messier numéro 11. On en a parlé tout à l'heure, je crois. C'est un amas d'étoiles qui est dans l'écu de Sobieski. Une constellation qui est juste après l'Aigle, dans le prolongement de la Voie lactée, donc entre l'Aigle et le Sagittaire exactement. Oui, M11, c'est ça. Et c'était bien... C'est bon que tout le monde a voté. C'était bien l'amas du canard sauvage. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle comme ça, mais je trouve très joli en fait, parce que aux jumelles ou au télescope, on a vraiment, on voit vraiment des joyaux au milieu très très brillants avec... des étoiles plus faibles autour, c'est très très agréable à regarder. C'est les plombs photographiés en gros plan? Non. Alors tu sais qu'il y a une théorie du complot qui dit que en fait les planètes et les lunes qui ont été prises en photo par la NASA, comme celle qu'on a vue tout à l'heure, auraient été en fait faites en photographiant des poils usagés, des poils à frire. Et ils se prient en photo des poils à frire et disent, vous voyez, regardez, ça ressemble à une planète. Ah, les complotistes sont très imaginatifs. Par-dessus les champs, souvent j'ai vu passer les oies sauvages. Oui, mais du coup, c'était pas des étoiles, Adrien. C'est très joli, par contre. Répondu totalement au pif, pour le coup. Allez, on passe à la suite. Question 4.6. Alors là c'est une facile, hein, parce qu'on en a parlé beaucoup de fois ce soir. Est-ce que c'est l'amas des Pléiades? Est-ce que c'est l'amas de la Vierge? Est-ce que c'est l'amas des Housses? Ou est-ce que c'est l'amas d'Hercule? Et j'espère que vous apprécierez la blague stupide que j'ai faite. M45 nous dit Adrien. Mozart. Bon, ça va, je vois qu'on apprécie ma blague stupide. Et pour ses qualités. Merci. L'Amadeus. Alors, dans cet amas d'étoiles, nous avons une nébuleuse par réflexion qui est en fait, qui n'est pas du tout. Merci Christine, qui n'est pas du tout en fait la nébuleuse qui était là à la naissance de cet amas d'étoiles, puisque cet amas d'étoiles a plus de 100 millions d'années.
Je sais plus si c'est 100 ou 500 ou 300, je me trompe à chaque fois. Mais du coup, en fait, on a vu tout à l'heure dans une des questions que le gaz s'échappe des amas ou est consommé par les amas d'étoiles en formant des étoiles ou en le repoussant avec les ultraviolets ou le vent solaire ou encore le mouvement différentiel des étoiles et du gaz par rapport à l'onde spirale. Tous ces facteurs-là font que le gaz s'en va. Et donc, il n'est pas censé en rester. C'est pour ça que c'est pas une nébuleuse par émission ici, c'est une nébuleuse par réflexion, puisque cet amas d'étoiles, qui est l'amas des Pléiades, bravo à ceux qui ont trouvé, c'est ceux qui ont trouvé réponse 1, l'amas des Pléiades passe actuellement devant un nuage de gaz totalement par hasard. Voilà. Voilà pourquoi. Le point d'interrogation dans le ciel, tout à fait. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de gaz dans un amas d'étoiles? Eh bien, l'amas devient moins lourd, le puits de gravité devient moins profond, les étoiles sont moins attirées les unes aux autres, puisqu'elles ne sont pas attirées que par la masse des étoiles, mais aussi par la masse de l'ensemble, donc on compte le gaz avec, et les amas finissent par se disperser au bout de 100 à 1 milliard d'années, grosso modo. Les plus vieux amas ouverts ont 3 milliards d'années, mais c'était aussi les plus mastocs, donc étaient quand même les plus lourds à la base, avec beaucoup d'étoiles. Et c'est pour ça que le Soleil est tout seul. C'est pour ça aussi que dans les galaxies spirales, vous voyez des amas d'étoiles bleues le long des bras qui sont échappés de l'onde spirale et qui ont perdu leur gaz d'un côté, parce que c'est une question de vitesse différentielle, je ne sais plus dans quel sens ça marche, mais c'est à l'extérieur des bras que vous voyez en fait en général les amas sortir. Des fois ça s'inverse à mi-chemin de la galaxie avec un coup derrière, un coup devant les bras. Et après, vous voyez plus rien, parce qu'en fait après, toutes les étoiles bleues sont mortes. Et le reste des étoiles s'est dispersé. C'est pour ça qu'entre les bras, vous voyez rien, puisque entre les bras, c'est pas du noir, c'est plein d'étoiles comme le Soleil, qui sont toutes seules, ou par petits groupes, ou par, comme Alpha du Centaure, des étoiles qui se tournent autour, et on les voit plus parce qu'elles sont trop petites. Par contre, dans les amas globulaires ou dans le bulbe de la galaxie, ces étoiles toutes petites sont extrêmement nombreuses, et là, du coup, on les voit. Mais entre les bras spiraux, par contre, c'est le no man's land, les étoiles, on les voit pas de loin. Voilà. Voilà un peu une description rapide et sommaire d'une galaxie. C'est une usine à étoiles avec l'onde de densité qui passe, qui forme des étoiles, d'abord qui compresse le gaz, puis qui forme des étoiles, puis les étoiles s'échappent du gaz ou enlèvent leur gaz pour toutes les raisons que j'ai données. Ensuite, les étoiles bleues disparaissent, le reste des étoiles se disperse, et on se retrouve dans le noir entre les bras où il y a plein d'étoiles qu'on ne voit pas. Voilà. Et puis le centre de la galaxie et les amas globulaires sont des étoiles qui sont très vieilles, qui étaient là au tout début, et qui ont 13 milliards d'années, donc il reste des étoiles plus petites que le Soleil, des naines rouges principalement, et c'est pour ça qu'on voit orange, rouge, jaune, pas beaucoup plus que ça comme couleur, sauf, je rappelle, les étoiles zombies dans les amas globulaires dont j'ai parlé tout à l'heure. L'amas des Pléiades M45 est un groupe d'environ 3000 étoiles appartenant à la constellation du Taureau, située à environ 400 années-lumière de la Terre. Ah, c'est pour ça que j'avais un doute, c'est 400 années-lumière, mais 100 millions d'années. 100 millions d'années. Son étoile vient de la mythologie grecque, et les Pléiades étant les 7 filles d'Atlas et de Pléioné. Et ces étoiles sont des étoiles de type B8 et B9, c'est-à-dire presque des étoiles A, donc des étoiles bleues mais pas trop, et qui vivent en gros de l'ordre de 100 millions d'années. Donc elles vont bientôt péter celles-là. Bientôt, mais ça se compte en quelques millions d'années ou dizaines de millions d'années, donc vous avez le temps de voir. Allez, on passe à la question 4.7, c'est l'avant-dernière du quiz numéro 2. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'amas des jumeaux? Est-ce que c'est le double amas de Persée? Est-ce que c'est les deux yeux d'Orion? Ou est-ce que c'est la boîte à bijoux? Et merci Adrien pour cette longue description de l'amas des Pléiades. Merci beaucoup. Tu as permis aussi, même à moi, de me sortir de mon doute. Merci beaucoup. Hop. B8, B9 touché. Validé. Je valide aussi, tout à fait. Oui, en effet, les types de couleurs des étoiles, les types spectraux des étoiles, quand on les classe par couleur, c'est O, B, A, F, G, K, M. Elles sont subdivisées en 10 sous-classes de 0 à 10. Donc O0 étant la plus brillante et O10 étant la moins brillante. Enfin, la plus bleue et la moins bleue, ça marche aussi. Ou la plus chaude et la moins chaude. Alors, ça a l'air d'être deux amas, on est d'accord, mais comment ça s'appelle ce truc? Comment ça s'appelle? Alors, dites-moi tout. Allez. Ce amas s'appelle aussi H et Ki. La lettre H et la lettre Ki en grec. Il a deux noms.
Après, il y a d'autres noms aussi, hein. Chaque chose que je vous montre a plusieurs noms. Là, je vous donne les noms, je crois que c'est vernaculaire, je sais plus comment ça se dit. C'est les noms communs, en fait, des objets du ciel. Mais à chaque fois, Adrien vous donne des noms de catalogue, puisque tous les télescopes qui ont étudié le ciel pour faire de la cartographie ont fait leur propre catalogue avec leurs propres paramètres. Et au-delà de Charles Messier, qui en a fait 110 entrées, il y a eu ensuite le New General Catalogue, NGC, voilà, je vais y arriver, New General Catalogue, qui a fait aussi plein de relevés avec du coup beaucoup plus de numéros, et il y a plein de catalogues comme ça. Donc quand vous avez un objet, il a toujours plein de noms possibles. Et là, c'est bien le double amas de Persée, ou HEQ Persée, ou NGC 884 et NGC 869. Voilà. Et ce sont deux gros amas ouverts qui, vous voyez, n'ont plus de nuages de gaz à l'intérieur, plus de très grosses étoiles bleues non plus qui ont déjà pété. Donc c'est probablement de l'ordre de 500 millions d'années, quelque chose comme ça. Et il va commencer sérieusement à se disperser. Et petite anecdote, et après je passe à la dernière question. La Grande Ourse, j'en avais parlé la dernière fois, quand on regarde les vitesses des étoiles de la Grande Ourse, on se rend compte qu'elles sont toutes à peu près au même endroit, sauf une ou deux qui sont très loin. Si vous mettez la Grande Ourse en 3D, vous allez voir qu'il y a un paquet comme endroit et deux ou trois qui sont très loin. Et on se rend compte aussi qu'elles ont la même vitesse, enfin que leur vitesse pointe vers le même endroit. Donc avant, elles étaient toutes ensemble, et on appelle ça un groupe mouvant, ou un courant d'étoiles. C'est en fait un ancien amas d'étoiles qui est tellement proche de nous que ça fait une constellation dans le ciel. Et il y en a deux dans ce cas-là, je crois, au moins deux. Il y a la Grande Ourse et le Taureau avec l'amas des Iades à l'intérieur. L'amas des Iades qui est plus rassemblé encore que la Grande Ourse. Et ce sont en fait des amas d'étoiles à leur dernier stade de dislocation. Mais voilà, ça reste de la perspective si on voit une casserole avec, mais ça n'empêche que, contrairement aux autres constellations, c'est pas du pur hasard, c'est vraiment des étoiles qui sont à peu près au même endroit dans le ciel. Donc voilà ce que ça fait un amas d'étoiles proche et en dislocation. Allez, dernière question. Est-ce que c'est l'amas du papillon? Est-ce que c'est l'amas de la méduse? Est-ce que c'est la boîte à bijoux? Ou est-ce que c'est les fameuses Iades dont je viens de vous parler? Dites-moi tout. Ah. Hop, je crée le Sropol et concentrez-vous bien, c'est la dernière question. Et après, on va vaquer à nos autres occupations. Hop, voilà. Et je partage. Attention, c'est parti. Alors, est-ce que c'est la boîte à bijoux? Est-ce que c'est l'amas du papillon? Est-ce que c'est l'amas de la méduse? Est-ce que c'est les Iades? Alors, les Iades, c'est dans le Taureau. Alors, cliquez sur le lien après avoir voté. C'est la récompense. Ah ah! Allez, j'attends encore un petit peu, histoire que tout le monde tente le coup. Ça y est, tout le monde a voté. Dans les gens qui restent et qui jouent. Dans les spectateurs, n'hésitez pas à voter, c'est la dernière question. Comme ça, vous remporterez peut-être un point. Un point chez vous. Allez, je vais donner la réponse. Il s'agit de la boîte à bijoux. Ça paraît bizarre comme ça, mais c'est un amas d'étoiles que l'on trouve dans l'hémisphère sud et qui est très coloré, puisqu'il y a... c'est un amas d'étoiles qu'on voit au stade où, justement, certaines étoiles bleues sont pas encore mortes, mais juste avant. Où il y a des géantes rouges, en fait, et des super géantes rouges à l'intérieur. Et ça, c'est chouette. Du coup, c'est un amas vraiment pile au bon moment. On le voit pile au moment où les étoiles bleues sont pas encore tout à fait mortes, et pas quand elles sont là, et pas quand elles sont déjà mortes. Et donc, on l'appelle la boîte à bijoux, puisque Jewel Box en anglais, puisqu'il y a plein de couleurs différentes. Et voilà. Sur l'image dont Camille n'a pas parlé, c'est l'image du calamar géant, ou U4. D'accord, ou U4. Est-ce que tu peux mettre le lien vers la boîte à bijoux, peut-être, Adrien, s'il te plaît? Et puis, bah, dites-moi, du coup, votre score sur 8 pour cette 4e manche, s'il vous plaît. 5 sur 8 pour Général Lee du Kala. 7 sur 8 pour Mouche 1245. 7 sur 8. Et n'hésitez pas aussi à me donner votre score total sur 32. Bah, oui, j'espère que tu as appris des choses malgré tout.
D'accord. Effectivement, le calamar est... Surtout le calamar géant. Tu t'es fait eu avec la boîte et bijoux. Eh bien écoute, écoutez, si vous découvrez la chaîne et que vous avez trouvé que c'est cool, merci à Space Explorer W qui a fait un raid sur la chaîne du Planétarium. Le Planétarium est en live 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Normalement le lundi, c'est un astronome ou une astronome qu'on invite pour parler de la recherche que cette personne fait. Le mercredi, c'est des séances comme il vient de faire là, à 16h cette fois-ci, et pas à 18h comme le lundi et le vendredi. Donc mercredi à 16h, des séances de médiation avec un ou une médiateur, médiatrice, avec Pierre ou moi en images et Adrien en modération et en fact-checking, etc. Merci à lui d'ailleurs. Et on fait du Kerbal Space Program, des jeux astro en tout genre, des quiz astro, des dessinés c'est gagné astro, des stellariums en direct, ce genre de choses. Et le vendredi, normalement, c'est un youtubeur qu'on invite pour parler de vulgarisation à l'astronomie. Mais on a eu un petit couac d'emploi du temps aujourd'hui et j'ai dû préparer un plan de secours que j'avais sous la main, c'est-à-dire un quiz. Voilà, ça devait être les de Science for All qui devait être là aujourd'hui, mais du coup, je vais reprogrammer le rendez-vous avec lui. Et la semaine prochaine, ce sera Melvac qui nous parlera d'océan et avec qui on parlera d'océan sur la Terre et sur les autres planètes, passées ou présents. Voilà, et mercredi prochain, c'est Pierre qui vous retrouve pour du Kerbal Space Program. Et lundi prochain, c'est Pierre aussi, mais je ne sais pas sur quel thème. Il faudra que vous trouverez ça sur le Twitter du Planétarium. Tu viendras raconter des bêtises. C'est Twitter du Planétarium, c'est Planétarium VV, je crois. Adrien, est-ce que tu peux confirmer, s'il te plaît le Twitter du Planétarium. En tout cas, merci beaucoup Adrien de m'avoir secondé jusque dans les prolongations. J'espère j'espère que c'est l'ambiance quiz qui t'a fait rester. Moi, ça me faisait vraiment plaisir de finir ça avec vous parce que je sais que les quiz sont bien appréciés. J'espère que ça vous a plu. Et merci de votre enthousiasme et de votre participation. Il ne pleut plus de panne. Il ne pleut plus de panne. Vous trouverez Planétarium Vaux-en-Velin sur Twitter. Voilà. Et puis vous pourrez retrouver cette vidéo donc pendant 14 jours sur le Twitch du Planétarium. Il y a un onglet vidéo. Et dans quelques semaines, ma collègue Julie de la com mettra en ligne les vidéos sur la chaîne YouTube du Planétarium de Vaux-en-Velin. Et après, pour le retour sur place au Plané ou au Cala, ça a l'air compliqué apparemment, il y a eu de nouvelles restrictions là, donc je ne peux pas vous dire. C'est Planétarium VV tout attaché. Voilà, parfait. Merci NS Vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde, merci Adrien, merci à toutes et tous d'être là. Et bravo à celles et ceux qui ont répondu juste. Et bravo à celles et ceux qui ont appris des choses. Et aussi bravo à celles et ceux qui ont répondu aux blagues. Voilà, et qui en ont fait aussi. Bravo à celles et ceux qui ont fait des blagues. Bon week-end, à bientôt. Et à lundi avec Pierre, moi je serai peut-être là dans le chat avec Adrien. Salut!